Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant, chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 et un deuxième en 2016, un seul ne suffisait pas, mais qui ont tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout, de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, des voyages entre investisseurs ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers d'indépendance financière ». Elle a déjà été téléchargée plus de 1500 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec une joie non contenue, un grand plaisir que je vous retrouve pour cet épisode, un nouvel épisode de Allô Tonton cette semaine. Et c'est des épisodes que j'aime beaucoup parce que ça me permet d'être peut-être encore plus naturel, encore plus spontané. Et avec toutes les belles choses qui arrivent en ce moment, nos bureaux, l'été qui arrive, c'est plein de choses fantastiques. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis complètement excité. Les nuits sont courtes et il y a plein de belles choses qui arrivent, donc c'est chouette. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast. Et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Ben, Marion, Olivier, Foutix, Elopasque, Aurélien, Gérald, Max, Pierre et Henri. Merci beaucoup à vous tous et merci aussi à tous ceux qui m'ont écrit en DM suite aux réponses à leurs questions. Nous sommes 5902 sur YouTube. Les 6000 sont en train d'arriver. Petit à petit, Une vie de liberté fait son chemin. Voilà. Depuis bientôt 6 ans, à peu près au rythme de 1000 abonnés par an, mais c'est magnifique. C'est une exponentielle aussi, Une vie de liberté. Là, on est dans la partie flat qui commence à partir, mais voilà, ça montre aussi que on peut mener des projets, des podcasts, sans forcément faire des millions de vues. Et je le vois, on en parlera tout à l'heure, mais le dernier épisode d'Allô Tonton qui fait presque 2000 vues sur YouTube, je parle en 15 jours, et avec les plateformes de podcast, YouTube, c'est à peu près 15%, donc l'épisode doit faire 12 000 écoutes. Je trouve ça déjà complètement dingue pour écouter quelqu'un parler pendant 1h30 tout seul. Je trouve ça magnifique. Donc merci à vous tous. Et nous avons 493 notes sur Apple Podcast, 4 notes de plus. Donc merci à vous tous. Voilà, s'il y en a 7 parmi vous qui ont un téléphone Apple et qui ont envie de me mettre la petite note 5 étoiles qui va bien, c'est ça aussi qui permet de faire connaître ce podcast, de le continuer, de le faire découvrir aux gens, c'est important et sur Apple Podcast, c'est très très symbolique les notes et c'est très important, ça permet vraiment de faire connaître le podcast. Et je vous rappelle bien entendu que si vous voulez me contacter, le plus simple c'est encore de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte Une vie de liberté avec la petite étoile bleue, même si j'y suis beaucoup moins, c'est ça qui est fou. Je réponds à tous vos messages, bien entendu, j'arrive encore à répondre à tout le monde et même si je mets un peu de temps, j'y mets encore un point d'honneur à pouvoir répondre à tous les messages que je reçois. Ce qui est fou, c'est que moins j'y suis, plus mes stories ont de l'impact. Et en ce moment, dès que je fais une story, elle fait entre 1500 et 2500 vues, chose qui n'arrivait pas avant quand je publiais tous les jours. Donc voilà, puis comme je suis dans mon objectif de travailler seulement 3 heures par jour, alors avec l'aménagement des bureaux, je triche un peu, mais est-ce que vraiment aménager ses bureaux, c'est travailler? Le mec qui négocie. Donc voilà, mais en tout cas, j'y suis un petit peu moins présent en story et ça a plus d'impact. Donc
à les comprendre. Mais en tout cas, encore une fois, je vous remercie tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter les épisodes. C'est peut-être pas grand-chose, mais je sais ce que c'est de prendre son clavier, de mettre un commentaire. C'est pas quelque chose d'anodin, ça prend du temps, donc je vous remercie infiniment pour ça. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Et je vous propose qu'on passe sans transition à la rubrique news. Et alors la rubrique news, cette semaine, j'ai eu quelque chose de vraiment chouette, enfin la semaine dernière qui est arrivé, c'est que j'ai eu un bel, comment dirais-je? J'ai le mot qui me vient en anglais encore. Je vais finir comme Jean-Claude Van Damme pour de vrai, hein. J'ai fait un podcast sur Van Damme, mais je vais finir comme lui. Achievement, une réalisation, un symbole, que j'ai pu m'offrir. Vous savez, pour ceux qui écoutent ce podcast depuis longtemps, j'aime beaucoup les voitures. C'est, peut-être mon péché mignon, vraiment le truc qui me fait vibrer, et je me suis offert une Ferrari la semaine dernière. Ça faisait des mois et des mois que j'en rêvais. Alors, il y avait 2 marques qui me faisaient rêver. Il y avait Lamborghini et Ferrari. Et Lamborghini, le budget est encore un petit peu au-dessus si, voilà, je veux prendre vraiment le modèle que je veux et pas faire de concessions. Et je pourrais le faire, mais voilà, c'est le mec qui a fait quand même finance perso expert. Et pour moi, les voitures, ça doit pas représenter plus de 5 du patrimoine net. Et donc voilà, si je voulais pas faire n'importe quoi et commencer à venir grignoter mes propres règles, ou alors, soit faire, grignoter mes règles d'un côté ou soit grignoter sur la voiture, c'était pas le but. Je veux incarner ce que je prône et pas faire des décisions qui sont, démesurées, ou voilà. Même si c'est des voitures qui sont bien achetées, qui sont aussi une réserve de valeur. Je suis pas en train de vous dire qu'une voiture est un investissement, hein, ça reste un passif, mais c'est aussi une réserve de valeur. Je voulais pas faire n'importe quoi. Donc j'avais 2 voitures qui me faisaient rêver, et il y en avait une qui était la Ferrari California. C'était tout un symbole, hein. Quand j'avais ma société à Lyon, j'avais un de mes clients qui s'en était offert une. À l'époque, je crois qu'il avait payé 200 000 €. Et je m'étais dit: «Mais comment en 2012 on arrive à s'offrir des voitures à 200 000 €?» J'étais déjà investisseur, j'avais fait mon premier immeuble, j'étais en train de faire mon deuxième immeuble, mais ça me paraissait tellement loin, tellement fou, tellement irréaliste, et je me disais: «Un jour, ça sera pour moi». Et il y avait une concession sur la fin où j'étais à Lyon, qui s'appelle West Motors, qui est à Limonest, non, Dardilly plutôt. Et je passais souvent devant chez West Motors en me disant: «Un jour, ça sera pour moi», quoi. Je passais devant leur, alors le showroom est fermé, c'est privé, il faut sonner pour entrer, c'est sur rendez-vous, mais il y a toujours quelques voitures dehors, et je me disais: «Un jour, ce sera mon tour», et ben, mon tour, c'était la semaine dernière, et c'était incroyable. J'y suis allé avec Ben. Il m'a filmé pendant la réception, on a fait pas mal de vidéos, et c'était fou, quoi. Je pensais pas que je pourrais être autant ému. Ça va peut-être en faire sourire certains parmi vous, ceux pour qui les voitures, c'est 4 roues et un volant. Pour moi, c'est plus que ça, tout était symbolique. Le faire dans cette ville, juste à côté de Lyon, cette ville où, j'ai travaillé pendant autant d'années, où ça a été difficile, surtout qu'on a une opération de marchand de biens juste à côté de cette ville, et qui a été aussi, mouvementée, et vous a filmé un beau vlog. On a profité aussi de cette journée pour vous filmer un beau vlog. On vous montrera tout ça sur YouTube dans quelques mois, le temps qu'on finisse de tout vendre, mais on l'a tourné d'avance pour vous le montrer, par la suite. Donc on a profité de cette belle journée pour justement réceptionner la voiture, aller se faire un bon resto, tourner ce vlog, aller rouler dans les montagnes. Et vraiment au moment où, j'ai mis un réel sur Insta, vous verrez, au moment où la bâche, elle s'enlève, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai plein de choses qui me sont venues, de me dire: «Tu te rends compte, cette ville, tu l'as arpentée dans tous les sens». À l'époque, tu en botte de chantier, Citroën DS5, de la boue partout sur les sièges, enfin sur les tapis de sol, parce que voilà, on faisait du chantier, et je me dis: «Aujourd'hui, je viens, c'est des petites baskets blanches, toutes propres». Et c'est pas un achat inconsidéré, c'est quelque chose qui est logique par rapport à mon patrimoine, par rapport à tout ce que je fais. Les choses sont bien faites, quoi, et je trouve que c'est cool, et je me disais: «Ça a encore plus de saveur quand on en a chié, finalement». Et pour beaucoup d'entre vous, ou quand vous m'écrivez, vous me dites: «Bah, en ce moment, c'est difficile, en ce moment, j'en chie, en ce moment, je suis dans les galères». Je dis pas que j'y repense avec nostalgie en me disant: «Oh là là, c'était trop bien cette époque-là». Non, il y avait moins d'argent, c'était compliqué, les horaires étaient à rallonge, c'était vraiment difficile. Mais par contre, j'ai un référentiel, de vie compliqué qui est... Après, voilà, je veux pas dire que je suis le plus à plaindre, on a chacun nos référentiels, mais en tout cas pour ce que j'ai ressenti, pour ce que j'ai vécu, qui était tellement compliqué et difficile, que je me dis, des années après,
même une journée simple, elle est déjà géniale. Alors une journée comme ça, c'est encore plus fou. Et voilà, c'était un beau moment. Donc, la voiture, vous la verrez parce qu'elle sera exposée dans mes bureaux. Je vous tournerai une belle vidéo YouTube en mode comme celle que j'avais fait pour la Porsche. Vraiment, je vous expliquerai aussi le mécanisme qui m'a permis de l'acheter plus facilement. Pour le coup, c'est pas du prêt lombard, c'est avec un OBO, un Owner Buy Out. Je vous expliquerai ça. Mais voilà, ce sera vraiment très intéressant et vraiment une vidéo en mode World Supercar, un peu en mode The Glove Driver, une vraie vidéo de voiture. Donc je pense qu'on prendra vraiment le temps avec Ben. On va acheter des ventouses pour mettre la GoPro dessus. On va aller filmer ça dans les montagnes vers chez nous, faire quelque chose de vraiment bien. Ce sera plutôt pour septembre, je pense. Mais voilà, on lui fera une vraie belle vidéo. Et je voudrais remercier aussi tous les gens qui m'ont mis des messages d'amour sur Insta. C'est cool parce que on vit en France, hein, et on pourrait avoir comment dirais-je? La première idée de se dire: «Ah là là, le mec, il a acheté une Ferrari, il l'a mis sur Instagram, pour se la péter». Et c'est pas du tout ça. Je veux dire, enfin, la Ferrari, je l'ai roulée tout le matin, j'ai fait aucune vidéo, j'ai rien fait. Et chaque fois que je prends ma Porsche, et je la prends en ce moment quasiment tous les jours, je fais pas des stories à chaque fois pour dire que je suis dans ma Porsche, juste je kiffe pour moi, quoi. Et là, le but, c'était de se dire, que ce soit inspirant aussi, se dire: «Ben, voilà, j'ai pas 20 ans, quoi, je m'achète pas ça à 20 ans, je m'achète ça à 43 ans, malgré tout, après des années d'investissement». Et que, bah oui, quand on investit petit à petit, un jour ça paye. Et montrer que tout est possible et que, bah, vous aussi, pour ceux qui en rêvent en tout cas, c'est possible d'y arriver et ça peut être n'importe quoi. Au final, c'est ce que j'ai marqué dans le réel, c'est pas juste une Ferrari, c'est symbolique, c'est le signe que tout a changé. Et peut-être que pour vous, ce sera une résidence principale, peut-être que ce sera un voyage, peut-être que ce sera des vacances, peut-être que ce sera des nouveaux bureaux, peut-être que ce sera des nouvelles horaires, votre symbole à vous. Et c'était pour vous inspirer en vous disant: «C'est pas juste une voiture, c'est symbolique pour vous et vous montrer qu'on peut y arriver». Et je voulais vous remercier parce que j'ai eu des messages de love sur Insta, un truc de fou. Vous m'avez inondé. C'est simple, hein, quand j'ai fêté mes 40 ans, j'ai pas eu autant de messages. C'est la première fois que j'ai autant de messages sur Instagram. C'était c'est quasiment des milliers de messages, en tout cas des centaines et des centaines. Je pense que j'ai mis une journée et demie pour répondre en faisant des sessions de 20 minutes. Pour répondre à tous, je pense que j'ai eu, le réel a fait 10 000 vues, la story a fait 2 500 vues et je pense que j'ai eu au moins 1 500 réactions, dont au moins, 500 messages, quoi. Donc voilà, merci à vous tous, franchement, c'était top. Donc voilà, bientôt, affaire à suivre, bientôt une petite Ferrari qui a rejoint la Porsche, dans nos futurs bureaux, c'est merveilleux. Merci la vie, ça fait vraiment trop plaisir. Et voilà, donc je continue. Formation Crypto Investor, parce que ça, c'est important quand même d'en parler. Crypto Investor, elle est sortie vendredi dernier, elle est sortie le 16 mai et elle est en promo jusqu'au 23 mai à minuit. Donc c'est notre formation crypto pour les débutants. Elle a été réalisée en collaboration avec quelqu'un qu'on connaît qui s'appelle CryptoSword, qui garde son anonymat et vous comprendrez bien pourquoi avec tout ce qui se passe en ce moment en France. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'exposer mais qui est parti de zéro et qui a eu un parcours exceptionnel, qui a découvert la crypto en 2007, qui a été un des premiers à y croire et à miser fort parce que c'est quelqu'un, on a fait un podcast avec lui sur la chaîne des Gentlemen, si vous avez envie de l'écouter, quelqu'un qui part de rien, zéro héritage, absolument rien du tout, qui s'est fait tout seul et qui a fait des résultats exceptionnels. On était très flattés puisque c'est quelqu'un qui est pas sur internet, qui est pas sur les réseaux, c'est pas son truc, il a un métier, il reste très discret dans tout le reste. Dans la vraie vie, on peut pas le soupçonner qu'il a autant de succès. Et et on était très flattés qu'il accepte de nous faire cette formation, puisque moi j'en serais, bien sûr que j'investis en crypto depuis 2007, mais je serais incapable de faire une formation. Mon truc, la bourse, je suis vraiment passionné, je connais tout, enfin je connais tout. Je connais beaucoup, la crypto vraiment beaucoup moins et donc on était très fiers qu'il accepte. C'est une formation que j'ai faite de A à Z qui m'a, je vais vous dire la vérité, encore plus matrixé sur, pas vraiment sur la crypto en soi-même, mais sur Bitcoin et ce que ça peut représenter. Quand on voit ce que nous prépare l'Europe avec les CBDC, les monnaies numériques, le contrôle de tout, on se dit que finalement Bitcoin, c'est peut-être un des derniers espaces de liberté qu'on aura dans le futur et pour quelqu'un qui s'appelle Une vie de liberté, ça veut dire quelque chose.
Et vous le verrez, hein, je suis en train de me documenter encore plus en ce moment. Je suis en train de lire des livres sur la crypto. Ça y est, je suis dans mon arc Bitcoin après mon arc bourse. Donc en ce moment, je suis matrixé par ça. Je lis des trucs sur la crypto, sur Bitcoin toute la journée. Et essentiellement, plus que sur la crypto, vraiment sur Bitcoin, sur sa genèse, sur ce que ça représente, parce que j'avais compris la blockchain, j'avais compris tout ça, mais je veux comprendre vraiment maintenant en profondeur, encore plus. Euh, Avec cette formation, j'ai appris à sécuriser mes cryptos pour de vrai, hein. Jusqu'à présent, j'avais toujours tout laissé sur les exchanges. Maintenant, j'ai acheté ma clé privée, ma clé de sécurité Ledger. J'ai appris à la configurer, j'ai appris à sécuriser mes cryptos. Chose que j'avais pas vraiment fait avant, hein. J'avais ma Ledger, mais je m'en étais jamais vraiment servi. J'avais mis un peu 3 francs, 6 sous dessus pour voir, mais je laissais beaucoup sur les exchanges. Donc voilà, c'est une formation qui s'adresse essentiellement aux débutants, mais qui, moi, en tout cas, m'a rallumé cette flamme et en me disant: «Mais pour la suite, la crypto peut prendre une plus grande place dans ma vie, dans mon patrimoine et je pense pour la suite de comment peuvent tourner les choses en France». Faut rester discret, bien entendu, mais je pense que ça peut être très intéressant d'avoir de la crypto. Donc avec le code CRYPTO20, cette formation, elle est à moins 20% jusqu'à la fin de la semaine, enfin pas tout à fait la fin de la semaine, jusqu'à vendredi soir minuit. Et c'est d'une grande qualité. Encore une fois, on en est très fiers. Donc voilà, les revenus vont à CryptoSword. On met la formation en avant. Bien sûr, on a une commission d'affiliation. Mais voilà, on était très fiers de pouvoir la faire en partenariat avec lui. Aller chercher quelqu'un qui n'est pas du tout des réseaux, qui n'est pas du tout là-dedans, et l'amener dans ce monde-là pour transmettre sa connaissance, c'était trop cool. Donc voilà, je vous parle de cette formation depuis longtemps. Elle est sortie. J'ai pas mal d'autres choses à vous dire sur les séminaires parce qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent. Le mastermind Equinox avec Hello, le mastermind autour du cheval. Je vous en ai beaucoup parlé, je vais aller assez vite parce que je me suis étendu. Il a lieu du 24 juin au 4 juillet, on prend que 6 personnes et il y a déjà 4 places qui ont trouvé preneur, donc merci à vous tous. Il ne reste plus que 2 places. Si vous avez envie de venir passer une semaine avec nous, en Auvergne, au bord d'un lac, dans un ranch, pour vraiment prendre du temps avec les chevaux, c'est une semaine de ralentissement. Là, on est vraiment dans le calme, dans l'écoute de nos émotions. On va apprendre à connecter avec les chevaux. Les chevaux, c'est des animaux auxquels on ne peut pas mentir. Si on est stressé, ils le sentent tout de suite. Et c'est des animaux qui nous apaisent aussi. Donc l'idée, c'est le matin, passer du temps avec les chevaux, en travail à pied avec eux. Et l'après-midi, des ateliers plutôt développement personnel, plutôt PNL avec moi, où voilà, on va redonner à nos émotions toute la place qu'elles méritent. C'est une petite parenthèse hors du temps. Là, on n'est pas on n'est pas à Race and Business, on n'est pas dans la voiture. On est vraiment sur une semaine cool, voilà. Rythme vraiment très cool. L'idée, c'est de remettre nos émotions au centre du jeu, les comprendre, les accepter et pourquoi pas repartir à la fin de la semaine avec une feuille de route, avec plus de clarté. Vraiment, si je devais résumer ce mastermind, je dirais ça. L'idée, c'est d'aller chercher de la clarté pendant cette semaine-là, grâce aux animaux et grâce à l'écoute de nos émotions. Donc, 2 places, encore. Je vais vous parler de la formation Marchand de biens maintenant. Elle arrivera pour le 15 juin, donc dans quasiment un mois. Je vous en parlais beaucoup, hein. Il y a plus de 9 heures de contenu, il y a 7 heures de contenu inédit. Il y a du contenu sur la division foncière, bien entendu. Il y a aussi énormément de contenu sur le marchand de biens pur. On a filmé 10 opérations de marchand de biens. Il y a 3 opérations à Ben et moi. Il y a 7 opérations à notre ami Mika qui sort la formation avec nous. Mika Objectif Vivre Libre. On est ensemble sur ce projet, tous les 3. On en est très fiers, surtout quand je vois, et on en parlera de ça, peut-être pas tout de suite, mais on en parlera, toutes les pubs pour des formations de marchands de biens en ce moment sur les réseaux où on vous explique que vous pouvez le faire sans apport, sans impôt. Et en fait, c'est de la résidence principale déguisée, de l'investissement en résidence principale. C'est nul, c'est pas du marchand de biens. On vous apprend à faire des coups. Là, nous, on vous apprend un métier, le métier qu'on exerce au quotidien avec Ben, que Mika exerce au quotidien. On prend vraiment ça au sérieux, c'est notre métier marchand de biens et c'est ça qu'on a envie de vous enseigner. Et justement, on est flatté parce que vous nous avez fait hyper confiance. Le mastermind des 26 et 27 juin est complet, est archi complet. Donc on a ouvert une nouvelle date, ça y est, on l'a fait, on voulait le faire que l'année prochaine. Et on s'est dit avec Ben, s'il y a de la demande, maintenant on a des locaux, on peut recevoir les gens chez nous. C'est beaucoup plus simple
que ça l'était auparavant, de réserver des salles. On ne sait pas si on remplit tout, si on remplit pas tout. Donc là, vous nous avez dévalisé, donc au moins on sait qu'on remplit tout. Mais même là, si il y avait que 10 personnes, par exemple, au lieu de 20 pour la session, en fait, on s'en fiche parce qu'on a nos locaux, donc on loue plus de salles. Là, on est vraiment équipé maintenant et vous viendrez vraiment dans nos bureaux voir comment on fait. C'est ça qui est fantastique. Donc la nouvelle date sera le 11 et 12 décembre. Je vous ai mis le lien dans la bio si vous voulez déjà réserver. Et vous aurez la nouvelle formation Marchand Bien. Si vous voulez prendre votre place, même dès à présent, au 15 juin, je vous débloquerai la nouvelle formation Marchand Bien parce qu'elle est incluse. Elle est incluse ou inclus incluse avec le séminaire. Merci, encore merci à tous. Vous nous avez défoncé ce mastermind, c'est incroyable. Donc il y a une grosse attente aussi pour la formation. Et croyez-moi, on ne vous décevra pas. Mastermind, nouveau départ les 19 et 20 juin, c'est complet. Et donc, on a rouvert des places pour les 20 et 21 novembre. Pour l'instant, elles ne sont pas encore ouvertes, mais voilà, si vous n'avez pas pu être là avec nous à nouveau départ les 19 et 20 juin pour ce séminaire 100% dev perso que j'anime avec Fab, on rouvrira des places les 20 et 21 novembre. Donc voilà, vous pouvez mettre une petite croix dans le calendrier pour quand on ouvrira ça. J'ai encore plein de trucs à vous dire. Mastermind Trail à la montagne avec Ben du 10 au 12 septembre. Vous l'avez vu, hein, j'en rigolais de ça. Parce qu'il y en a pas mal qui aiment bien aussi cette rubrique parce qu'ils sont pas sur Instagram, ils sont nulle part. Et ils me disent, mais si en fait tu n'annonces pas tes événements là, moi je le sais pas. Et c'est ce que je disais, c'est que finalement, je me rends compte à quel point on a besoin de partager. Alors, c'est pour ça que c'est important de venir sur ces événements comme le Mastermind Marchand de Bien parce que j'ai l'impression qu'on en fait de moins en moins et on a de plus en plus envie de partager autour de passion. C'est pour ça que il y a le trail, la moto, le race and business, tout ça. Avant, on faisait 4 parenthèses indépendances par an. Maintenant, on n'en fait plus qu'une seule. Et il y a de moins en moins d'événements où on bosse et de plus en plus où on profite ensemble. Et j'ai l'impression que j'ai envie de tendre vers ça, en tout cas de profiter de plus en plus avec vous. Et c'est pourquoi pas, c'est pas plus mal de toute façon. Mais voilà, on a quasiment un événement par mois entre ce que je fais avec Ben, ce que je fais avec Yann, ce que je fais avec Fabien. Et c'est chouette. Donc Mastermind Trail à la montagne du 10 au 12 septembre, pareil. Je vous explique pas tout, vous le savez, vous avez le lien dans la bio. Il reste seulement 2 places, on sera 13 en tout. La parenthèse indépendance du 22 au 24 octobre. Là, notre séminaire sur 3 jours pour bosser pour le coup. Là, c'est 100% immobilier, bourse, crypto et un peu dev perso. Pour se faire une feuille de route pour ses investissements, il reste 7 places. Le Mastermind Moto du 22 au 28 septembre, ça je vous en avais pas parlé, il s'appelle Alpine Nations. On part dans les Alpes, on va faire la France, la Suisse, l'Italie en moto. On l'avait ouvert pour d'abord les auditeurs du podcast privé des Gentlemen Investisseurs. On a 18 places en tout, pardon. Il y en a déjà 10 qui sont partis, donc il reste 8 places. Si vous avez envie de venir à la moto, vous pouvez être débutant. Du moment que vous avez votre permis et une moto, on fait 3 groupes à chaque fois et le groupe des débutants, vous roulerez avec moi. Donc tout le monde est le bienvenu. J'ai un dernier mastermind à vous parler, c'est Race and Business. Race and Business du 8 au 10 octobre, notre séminaire autour de la course automobile. Vous savez comme j'aime les voitures. Il reste 4 places pour Race and Business. Voilà. Et vous avez le lien dans la bio. Et le dernier truc dont je voulais vous parler pour ces news, c'est plus une réflexion personnelle. Mais voilà, vous n'êtes pas indifférent à ce qui se passe en France. On l'a vu, les enlèvements qu'il y a dernièrement. Et à chaque fois que je vois qu'il y a un enlèvement, le premier réflexe en commentaire en dessous, au lieu de marquer que c'est horrible, que c'est pas bien, c'est toujours de défendre le criminel en disant bah oui, mais vivons heureux, vivons cachés. Il avait qu'à pas montrer qu'il avait réussi. Pourquoi il a dit qu'il avait de la crypto? Mais on vient pas incriminer tout de suite le criminel. Et pour moi, ça me choque parce que ça reviendrait exactement à dire à une femme qui a subi une agression, t'avais qu'à mettre une jupe plus longue, quoi. C'est odieux d'entendre quelque chose comme ça. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est pas la jupe le problème, c'est l'agresseur. Encore heureux, quoi. Et on se rend compte qu'en France, il n'y a pas la répression nécessaire pour ce genre de crime, que ce soit une agression sexuelle d'ailleurs ou un enlèvement comme ça. Et il y a toujours cette propension à défendre un petit peu le criminel quand on voit des influenceurs qui se font cambrioler, notamment Inoxtag et compagnie. Il y a des gens dans les commentaires qui étaient capables d'écrire « Bah oui, ça redistribue la richesse, il s'est gavé sur le dos des abonnés ». Attendez, ces vidéos, elles sont gratuites à Inoxtag, c'est la pub qui paye. Donc,
je me dis, il y a toujours ça qui est malsain et récemment sur Facebook, moi aussi des fois je me fais avoir et il y a un article de je sais plus quel média qui disait que les patrons se rebiffaient et les commentaires bien entendu, c'est tous plus, communistes que le communisme et j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit commentaire. Je sais pas ce que j'ai mis dedans en disant que, c'est normal que les créateurs de valeur se rebellent ou quelque chose comme ça et j'ai quelqu'un qui est venu m'écrire que je ne produisais pas de valeur en fait, qu'en tant que marchand de biens, j'étais simplement, une sorte de parasite en fait qui venait s'enrichir sans produire de valeur. Parce que quand je rénovais un appartement, c'est pas moi qui ai produit la valeur, c'est le charpentier qui a fait la toiture, c'est, le menuisier qui a fait les fenêtres et moi je suis juste là au milieu et en fait je sers à rien et qu'il y a pas besoin de moi pour que ça fonctionne. Et je me disais que cette mentalité communiste, elle doit être combattue partout et tout le temps et rappelez-vous, hein, j'avais fait un podcast «Vaincre le gauchisme mental» parce que quand on a été élevé en France, même pour quelqu'un qui, comme moi, je suis un libéral, hein, on a toujours ce petit relent de gauchisme en nous parce qu'on a été élevé par des profs de gauche, parce que on a vécu dans une société où on a cru à la retraite qui allait être payée par les futurs actifs. Donc aujourd'hui, quand on accepte de participer à cette retraite, on sait qu'on condamne nos enfants à payer pour nous, plutôt que de prendre notre propre responsabilité, de créer nous-mêmes notre retraite et de ne pas être un poids pour la jeunesse qui va arriver. Mais c'est difficile de changer tout ça, de changer cette mentalité. C'est pour ça que je reste bienveillant quand je le dis et j'essaye de rester bienveillant avec les gens qui ont cette mentalité gauchiste, communiste, en disant: «Je sais que c'est difficile parce que ça fait peur, parce qu'on nous a vendu un petit cocon où l'État allait prendre soin de nous, du berceau jusqu'à la tombe, en nous disant: "Mais vous inquiétez pas, mais il y aura la sécurité de l'emploi, il y aura la sécurité de ci, il y aura la sécurité de ça, il y aura la sécurité de tout"» et heu et c'est dur de se dire: «Mais en fait, on m'a menti» et que ces gens-là sont les gentils, c'est le camp du bien, nous, on est pour la redistribution, on est pour que tout le monde soit bien et en fait, on se rend compte que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je vais pas refaire le podcast sur le gauchisme mental, mais derrière cette démarche-là, on se rend compte que, au final, c'est toujours très généreux, mais avec l'argent des autres, quoi. Et moi, je me disais dans ma vie avant, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, j'avais quand même cette humilité de me dire: «Si mes clients ne sont pas là pour acheter un terrain, pour prendre le risque de déposer un permis d'aménager et prendre le risque de revendre des parcelles en faisant une marge et me commander les travaux, s'il y a pas mes clients, il y a pas de chantier». Et moi, je peux pas occuper mes gars, je peux pas occuper mon entreprise, donc je dépends de cette personne, ce créateur de valeur qui va prendre du risque. Comme mes salariés, bien sûr, je peux pas faire le chantier sans mes salariés, mais ils peuvent pas le faire sans moi. Et c'est encore plus valable dans ce sens-là, parce que si je suis pas là pour mettre le capital de départ, pour acheter des pelleteuses, pour acheter des camions à l'époque, mais comment ils font pour faire le chantier s'il y a pas une personne pour mettre le capital? Et au final, on se rend compte que, malgré tout, le créateur de valeur, lui, va collecter la valeur, il va investir son capital pour démarrer cette chaîne. Et en fait, on a besoin de cette personne qui prend le risque, qui prend ce risque initial. Et je me disais justement, les arguments qu'avait cette personne en face, c'était de me dire: «Mais ton système capitaliste, il est pas bon, il est mauvais, au final, tout est détenu par les grandes richesses et on peut plus rien faire. Tu mens, c'est complètement impossible de créer de la richesse en partant de zéro». Donc une vision très nihiliste, hein, de dire: «En fait, tout ce que tu racontes, c'est n'importe quoi et c'est impossible, on peut pas y arriver». Et je me dis, avec la vision que j'ai, moi, cette vision libérale, c'est une vision qui dit: «Ce sera pas facile, ça va être compliqué, ça va être difficile». Bien entendu, si il y aura du sang, il y aura de la sueur, il y aura des larmes, mais par contre, c'est possible et moi, j'en suis la preuve vivante. CryptoSword en est la preuve, vivante. Yann en est la preuve vivante. Ben, Fabien, moi, tous les gens que je côtoie autour de moi, c'est pas des héritiers de grandes fortunes et pourtant, ils ont réussi à avancer, à faire quelque chose. Et je me dis, d'un côté, il y a cette vision-là où on t'explique que c'est pas possible, que tu es un sale capitaliste et que c'est mort. Mais avec cette vision-là et quand tu vois les gens, la vie qu'ils vivent, c'est une vie qui les rend malheureux et qui les condamne à l'échec. Une fois qu'on t'a dit: «De toute façon, c'est pas possible», tu fais quoi derrière? Alors que l'autre discours qui te dit: «Ce sera difficile, mais tu peux construire avec ton mérite» et justement, si tu as construit, c'est ton mérite, tu vas être fier de toi. Il y a une vision qui te rend ton pouvoir et qui te donne le pouvoir et qui te dit que c'est possible d'y arriver. Où tu peux agir, en fait, tu redeviens souverain, tu redeviens acteur de ta vie et ça, c'est extrêmement important. Dans les 2 cas, il y a de la peur. Moi, ce que j'ai ressenti quand, la personne en face me mettait ces commentaires-là,
et c'est pas cette personne en particulier, mais c'est de parler de cette ambiance-là en commentaire de ce qu'on voit. C'est beaucoup de peur finalement, de dire: «Mais en fait, si ce système s'écroule, si on arrête de me biberonner d'aide sociale, de sécurité de l'emploi, qu'est-ce que je vais devenir si j'y arrive pas?» Mais bien sûr qu'il y a de la peur, mais dans tous les cas, il y a de la peur aussi chez la personne qui entreprend. Moi aussi, parfois, j'ai peur. Mais est-ce qu'à la fin, on a envie de vivre une vie où on a été en sécurité toute notre vie? Ou est-ce qu'on a envie de vivre une vie où il y a de l'aventure, où il y a des étapes à passer comme dans un jeu vidéo? Moi, quand j'arrive à m'offrir cette voiture la semaine dernière, c'est incroyable la sensation de se dire: «Je le dois qu'à moi-même». En tout cas, bien sûr, je le dois à tous les partenaires que j'ai eus, à tous les gens qui m'ont fait confiance. Mais cette impulsion de départ, cette impulsion, je la dois qu'à moi-même. Si j'étais resté dans mon canapé, il ne serait rien passé. Ça, je l'ai construit en fait, je suis allé le chercher. J'ai laissé de côté cette sécurité pour l'aventure. En fait, je me disais: «C'est dommage d'avoir cette peur tout le temps, tout le temps, tout le temps». Tout le monde a peur, mais il y a un moment, faut arrêter d'avoir peur et il faut essayer d'avancer parce que ces idées-là, d'aller dire que, c'est la faute des grands patrons, c'est toujours la faute de l'autre et que c'est impossible, c'est des idées mortifères. C'est des idées qui vous condamnent à être mort à 25 ans, à 30 ans, parce que vos rêves seront morts. Donc ne vous laissez pas abattre par ça. Vous pouvez réécouter ce podcast, hein, Vaincre le gauchisme mental. Faut à tout prix lutter contre ça. Et même pour moi, encore parfois, c'est difficile. Je me surprends des fois à avoir ce genre d'idée en disant: «Oh, l'État devrait faire quelque chose». Je me dis: «Attends, mais pourquoi tu dis ça? Non, non, l'État devrait rien faire du tout. C'est à nous d'agir» et ainsi de suite. Et voilà ce avec quoi je voulais conclure ces news, cette petite réflexion. Et je vous propose qu'on passe au retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Et le podcast de la dernière quinzaine, c'était Allô Tonton numéro 10. Et je vous remercie pour vos nombreux messages sur YouTube et vos vues. Là, vous m'avez tout explosé. Je sais pas si c'est le titre du podcast ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est Allô Tonton, c'est des podcasts qui vous plaisent bien. Et pour moi, c'est des podcasts qui forcément me demandent aussi un peu moins de préparation, qui sont plus spontanés. J'ai encore plus de plaisir à les enregistrer, du coup, et j'ai encore plus de plaisir à lire vos messages. Et dans une période comme celle que je vis aussi aujourd'hui, où là, on a les nouveaux bureaux et beaucoup d'événements malgré tout en juin qui arrivent, ça me permet d'avoir un peu plus de confort sur la préparation. Donc tout le monde y gagne, j'ai l'impression. Donc merci encore à vous tous. Là, c'est sûr qu'on a fait un démarrage qui était fou. Je crois qu'on a fait 1200 vues en 2 jours. C'est des choses qui n'arrivent jamais sur la chaîne YouTube. Donc vraiment, quand je vous dis que ça a cartonné ce podcast, c'est que ça a vraiment cartonné. Et on a un premier message de Ben Marion qui me dit: «Hello, tout d'abord merci pour ta réponse, de même que pour toutes les réponses du podcast. Je me suis dit à plusieurs reprises, le mec est ultra calé, bien que je n'en doutais plus. Bien souvent les réponses simples sont les meilleures et régulièrement je mets en pratique ce qui fait sens pour moi dans tes vidéos. Donc je me refais les saisons d'une vie de liberté. Merci, depuis 1 an et demi entre tes podcasts, mes réflexions et les formations, je me construis mon métier idéal». Écoute, merci à toi en tout cas. Je sais pas si, je suis le plus calé du monde, je dirais que je suis passionné en tout cas, et je vais chercher mes réponses à chaque fois quand je sais pas quelque chose, j'essaye d'aller gratter pour comprendre, pour, aller voir à côté de quoi je passe et qu'est-ce que je sais pas. Donc, voilà, j'essaye de faire de mon mieux en tout cas, et bon, quand j'ai pas la solution, je vais la poser à mon avocat fiscaliste où je vais chercher ma réponse. Je voulais surtout répondre sur la fin de ton message quand tu dis: «Bien souvent les réponses les plus simples sont les meilleures». J'ai eu la discussion avec un auditeur du podcast cette semaine aussi qui se posait pas mal de questions. Il avait reçu des grosses plus-values en dividendes, enfin un gros versement de dividendes. Il savait pas comment l'investir. Et en fait, on se rend compte que parfois les solutions les plus simples sont les meilleures. Un simple DCA sur un ETF SP500, vous avez déjà fait 99% du travail. Un simple DCA sur du Bitcoin, par exemple, vous avez fait 95% du travail. Si vous décidez d'acheter un bien immobilier tous les 6 mois et que vous tenez ce rythme pendant 10 ans, vous avez fait 95% du travail. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Mais par contre, pour en arriver à ce degré de simplicité, où parfois je me dis que la simplicité, c'est aussi le luxe ultime. Je crois que c'est Karl Lagerfeld qui disait ça, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigerez en commentaire. Faut avoir ouvert plein de portes pour toutes les refermer. Et moi, sur les ETF, c'est là où je suis peut-être le plus calé sur la bourse, où j'ai passé le plus de temps. Mais j'ai fait ça, j'ai ouvert énormément de portes pour toutes les refermer les unes après les autres et revenir à plus de simplicité. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire Bourse Exponentielle. Dans Bourse Exponentielle, on ouvre plein de portes pour revenir à la fin à quelque chose de très simple.
Mais au début, vous avez envie d'ouvrir toutes ces portes avec moi parce que c'est des portes qui clignotent avec des super lumières, les actions à dividendes, tout paraît génial. Et une fois qu'on a tout analysé, à la fin de Bourse Exponentielle, on est convaincu et on se dit, mais en fait, oui, le plus simple, c'est ça. C'est un DCA sur le SP500 ou autre chose, hein, sur l'indice qui fait sens pour vous, peut-être l'indice Monde, peut-être l'indice SP500, peut-être un peu de Nasdaq. Après, à vous de faire selon votre sensibilité. Mais l'idée de tout ça, c'est de se dire, j'ai ouvert plein de portes, j'ai compris qu'il y avait des choses qui étaient possibles, mais au final, j'ai une solution qui me prend 5 minutes par mois et qui m'offre 99% de la performance, surtout que sur tout le reste, je suis même pas sûr d'arriver à avoir mieux que ça. C'est des choses qu'on maîtrise pas, je vais pas refaire toute la formation ici, mais effectivement, en tout cas, ce que je peux te dire et ce que je vois pour moi, c'est que souvent les réponses les plus simples sont les meilleures, et en tout cas, les plans les plus simples sont ceux qui sont le plus faciles à appliquer dans le temps. Et ça, c'est réel. Pour investir depuis 2008, donc ça fait maintenant 17 ans, vraiment, c'est les plans les plus simples qui sont les meilleurs et qui sont les plus tenables dans le temps. Donc, merci à toi pour ton message. On a un message de Max. Max qui nous a divisé ce terrain là dans le dernier podcast, qui me dit « Salut Tony, merci pour ta réponse concernant le terrain à diviser en 4 avec la construction des RP. Je crois que j'ai fait une connerie du coup, j'ai acheté en nom propre, pensant bien faire vis-à-vis du crédit. Projet compliqué, à la base on voulait rénover, agrandir la maison existante sur le terrain. Au final, trop de frais. On a tourné ça dans tous les sens. Mon grand-père, pressé de vendre, pas de cash ni d'expérience pour financer en marchand de biens, mal accompagné par mon notaire, un bon combo qui m'amène à ça. Pour le côté positif, je suis dans l'action, j'ai fait une erreur et j'en ferai sûrement d'autres, mais au moins on avance et c'est sûrement le plus important. » Mais bien sûr, Max, donc forcément que tu aurais pu peut-être mieux faire, surtout que tu étais venu à la parenthèse indépendance quand même, on avait parlé de ce projet. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant que tu l'as acheté en perso, il y a une chose que tu peux faire, hein, c'est construire ta maison dans un coin du terrain, sur un angle en fait, hein, sur une partie. Si ton terrain est carré, tu le construis en haut à droite du carré. Et là, tu fais ta RP et ensuite tu divises un bout de terrain et tu te le rachètes à toi-même avec une société de marchand de biens. Et là, tu fais ta division, ton lotissement sur la société de marchand de biens. Tu peux même faire une première maison en perso, faire un permis valant division, construire une autre maison à côté si tu veux aller l'habiter, si tu attends un enfant de plus, si tu veux une maison un peu plus grande. Là-dessus, ça peut être entendu par l'administration fiscale que tu as changé de maison et que c'est justifié de changer de RP juste à côté. Même si là, on commence à faire un truc un peu tiré par les cheveux, hein. Mais ensuite, tu divises ton terrain, tu te le revends à une société de marchand et tu fais ton lotissement avec la société de marchand. Donc, c'est pas irréversible. Tu auras payé un petit peu plus de frais de notaire, mais franchement, c'est pas dramatique. Donc voilà, merci à toi, Max, pour ton message. Et encore une fois, je pense que le plus grave, ça aurait été de ne pas acheter ce terrain et de ne pas passer à l'action, clairement. Merci à toi. Et on a un message, on va prendre un dernier message d'Aurélien. Aurélien qui me met « Super podcast, mais ça comme toujours. Ça ne m'a pas l'air évident tous ces montages de société quand même pour optimiser son patrimoine. » Et effectivement, quand je parle de tout ça, ça peut faire peur et on peut se dire « Mais qu'est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il faut aller faire autant de montages pour optimiser sa rémunération, ce montage en société holding, avoir toutes ces boîtes ? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers plus de simplicité ?» Donc bien sûr qu'on peut aller vers plus de simplicité. Si tu as une seule activité, tu peux avoir une seule société. L'idéal, c'est quand même d'avoir une société de production, une société foncière et une holding entre les deux pour faire circuler les capitaux. C'est quand même la base. Si tu fais un peu de coaching, un peu d'accompagnement, une autre activité à côté, la micro-entreprise pour se rémunérer, c'est quand même super bien parce que c'est ça qui te permet d'optimiser vraiment ton imposition. Et il y a une phrase que j'avais mis il y a 5 ans sur Instagram où j'avais marqué avec les impôts, si tu ne veux pas te faire mal à la tête, prépare-toi à avoir mal au cul. Et effectivement, c'est plus vrai que jamais. Si t'as pas envie de te poser la question de cette fiscalité, si t'as pas envie de t'en mêler, si tu fais l'autruche et que tu mets la tête dans le sable, tu vas te faire défoncer, quoi. Alors déjà que tu te fais défoncer d'impôts, là, j'enregistre ce podcast le 15 mai, hein, on a, je l'ai marqué sur Instagram, donc quasiment 40 000 € d'impôts qui sont sortis sur toutes les sociétés aujourd'hui. Surtout quand on a du mal à comprendre ce que ça finance derrière et qu'on a du mal à comprendre comment on récupère un peu cet argent, comment on en bénéficie, puisque voilà, en France, hein, j'aime bien dire, ça froisse toujours quelques oreilles quand je le dis, mais c'est de la redistribution, donc c'est une partie un peu du communisme. Si c'était des pourcentages de l'ordre de 10-15%, on pourrait bien sûr l'entendre, hein, pour participer au fonctionnement de l'État. Là, on est sur des pourcentages à hauteur de 70%. C'est littéralement
colossal, hein. C'est énorme. Mais voilà, c'est à toi d'optimiser pour garder le reste. Ça va avec le travail d'investisseur. Malheureusement, ça fait partie du boulot et voilà, si tu veux pas te faire mal à la tête, prépare-toi à avoir mal au derrière parce que les impôts vont arriver. Donc voilà, sur cette belle poésie, on en a fini avec avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Merci encore à vous tous pour vos messages et on va pouvoir passer au podcast de la quinzaine. Et le podcast de cette quinzaine, c'est Allô Tonton numéro 11. Je vous le disais, hein, j'ai reçu 31 mails et entre-temps, j'en ai reçu d'autres. Donc, on va prendre quelques messages cette semaine et on aura peut-être quelques épisodes d'Allô Tonton. Si ça vous plaît, dites-le moi. Sinon, je peux garder des questions et alterner puis vous en faire un peu plus tard. C'est juste que j'aime pas répondre trop tard aux questions des gens. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça me fera plaisir. Et allez, sans transition, premier message de Christophe. Christophe qui me dit « Salut tonton, j'espère que tu vas bien et que tu as bien kiffé la semaine de kite à Leucat. Je me posais la question sur les baisses du SP500 quand il y a des bulles. Genre les .com ou les Magnificent 7. Ces boîtes qui dopent les performances sont certes de très belles valeurs, mais très survalorisées quand on voit leur PER astronomique. Je me demandais à quel moment les agences de cotation réévaluent leur pondération au sein de l'indice SP500, et est-ce que cela ne correspondrait pas à un niveau de baisse qui correspondrait à un point bas sur l'indice ? Plutôt que d'avoir une grosse pondération sur des valeurs qui plomberaient l'indice du fait des restrictions liées à l'économie américaine et aux interventions de Trump. Bon, je ne sais pas si ma question est claire et si elle passera à l'antenne, mais continue comme ça à nous faire réfléchir. Donc, merci Christophe. Bon, merci à toi Christophe pour ton message. Alors, tu te poses beaucoup de questions. Tu vois, quand je disais tout à l'heure dans le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, de revenir à plus de simplicité. Bien sûr que tu te poses plein de questions parce que tu as envie d'ouvrir plein de portes et c'est là où il faut les ouvrir, il faut aller jusqu'au bout et ensuite il faut revenir à plus de simplicité. Alors, dans ce dont tu me parles, il y a quelque chose où je pense qu'il y a quelque chose que tu saisis peut-être pas, c'est que le SP500, c'est un indice qui est pondéré par la capitalisation boursière des entreprises. Donc c'est pas les agences de cotation qui décident de la pondération des boîtes, c'est juste la valeur de la boîte qui fait qu'elle a cette pondération dans l'indice. Si une boîte elle a un market cap qui est gigantesque, elle aura un poids énorme dans l'indice, même si son PER, donc le PER c'est le Price Earning Ratio, c'est ses gains par rapport à ce que l'entreprise vaut. En gros, c'est son rendement, son pourcentage de rendement quelque part, c'est combien elle rapporte par rapport au prix de l'action. Même si son PER il est délirant ou que la boîte, on a l'impression qu'elle est clairement en bulle, c'est pas l'agence de notation qui décide, c'est juste la valeur de l'entreprise et l'indice, il reflète juste la valeur du marché. Donc les agences de cotation, elles vont jamais réévaluer la pondération des valeurs manuellement. C'est pas une évaluation qui est active, si tu veux. C'est quelque chose qui est purement automatique. Si la capitalisation, elle baisse, le poids de l'entreprise dans l'indice, il va baisser. Il y a quelque chose où tu as raison, c'est que dès qu'on va avoir une correction ou qu'on va avoir un crack sur ces valeurs, mécaniquement, ça ramène les pondérations à des niveaux qui sont peut-être plus sains et qui peuvent coïncider du coup avec des points bas sur l'indice. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec les tarifs de Trump. Il y a plein de boîtes qui ont corrigé et ça a ramené peut-être l'indice à des niveaux plus sains. Mais encore aujourd'hui, c'est reparti à la hausse. Donc, au final, c'est là où tu te poses peut-être trop de questions parce que qu'est-ce que c'est un niveau sain ? Qu'est-ce que c'est un niveau pas sain ? Est-ce que c'est survalorisé ? Est-ce que c'est pas survalorisé ? Au final, on ne sait pas. Ce qu'il faut, c'est profiter de toute cette hausse et de toute cette valeur que peuvent apporter les marchés sur une période qui est la plus longue possible. Donc, moi, je suis d'avis de ne pas trop me poser de questions. Je sais que la valeur, elle est créée par les marchés et aussi essentiellement par les marchés américains. Et si je veux profiter de cette valeur, c'est le principe de l'investissement passif, c'est d'investir un petit peu tous les mois en DCA et de ne plus y toucher. Et quand on voit que le marché il est remonté aussi vite qu'il a chuté, ceux qui ont été malins, par exemple, qui ont repéré la bulle en disant « voilà, mais en fait, c'est trop survalorisé, je vends tout ce que j'ai ». Est-ce qu'ils ont réussi à timer cette remontée aussi bien ? Est-ce qu'ils ont réussi à racheter au point bas ? Est-ce qu'ils ont eu les balls, les coronesses d'acheter quand on avait perdu 20%? Parce que là, au moment où j'enregistre ce podcast, on vient quasiment d'avoir une hausse de 10% en 3 jours. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une hausse de 10% sur 3 jours, une hausse de 10%, c'est une année de performance boursière. Donc si tu ratais ces 3 jours-là, tu rates une année de performance boursière.
il faut bien avoir ça en tête, hein, c'est que sur une année de bourse, en moyenne, la bourse fait 10%. Et sur cette année-là, sur une année classique, il y a, on va dire, entre 3 et 4 journées qui sont entre 3,5 et 2% de rendement. Le reste, c'est des plus 0,5, moins 0,5, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. Donc, il y a sur peut-être 200 journées de bourse dans l'année, il y a 197 journées qui s'annulent, les unes avec les autres, et 3 journées qui font la perf. Et ces 3 journées-là, faut pas les rater. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi, et c'est ce que j'enseigne avec Bourse Exponentielle, de rester investi tout le temps dans le marché et de pas se poser ces questions. Bien sûr qu'il y aura des fois où on sera en bulle et notre portefeuille va gonfler et qu'on se dit à un moment ça va éclater. Et ça éclatera. Donc, faut être à l'aise avec les hausses, faut être à l'aise avec les baisses et c'est comme ça fait partie du jeu. L'idée quand on fait de l'investissement passif, c'est de rester investi tout le temps sur le marché. Et la dernière chose qu'on peut dire aussi sur ce sujet, c'est que même quand on a perdu 20% là, qu'on était au plus bas du plus bas de cette crise qu'il y a eu, la crise des tarifs de Trump, hein, je pense qu'elle restera à s'appeler comme ça, on est revenu à des niveaux de janvier-février 2024. Et la personne qui pensait qu'on était déjà en bulle en janvier-février 2024, qui a arrêté d'investir, elle a raté toute cette hausse, bon, elle a raté la baisse, mais en fait, c'est pour ça que c'est aussi dur de timer les marchés, parce que quand on nous dit c'est dramatique, ça s'est cassé la figure, les Américains sont en panique, leur retraite est foutue, c'est pour ça que la retraite par capitalisation, c'est n'importe quoi. Le marché n'est pas revenu 10 ans en arrière, hein. Il est revenu un tout petit peu plus d'1 an en arrière. Et là, ça y est, on est remonté, on est quasiment au niveau du mois de décembre. Donc, peut-être même plus du mois de décembre ou de janvier de cette année, de 2025. Donc, voilà. Je me dirais, tu peux te poser toutes ces questions. Après, tu fais du trading, tu fais plus de l'investissement. En fait, cette méthode d'investissement, qui est ma conviction, elle part du principe que les marchés sont efficients. Donc, je suis d'accord avec toi que sur une période de temps très très courte, la valeur de la bourse ne reflète pas la valeur des entreprises. Mais comme les marchés sont efficients sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la valeur de la bourse finit par refléter la valeur des entreprises. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir, c'est augmenter son horizon de temps et quand on investit en bourse, se dire « Ok, je pars pour investir sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. » Donc voilà, merci Christophe pour ton message, j'espère que j'y aurai répondu. On a un message de Noël, Noël qui me dit « Bonjour tonton, je me prénomme Noël, je profite de cet espace d'expression pour t'exposer mon cas. 50 ans, divorcé depuis 10 ans, faisant suite à 14 années de vie commune, 3 enfants, une fille de 20 ans, un garçon de 18 ans et un garçon de 13 ans. Et notre dernier enfant est handicapé. Je travaille depuis 18 ans dans un groupe orienté tourisme et immobilier comme chef de projet télécom et réseau. Mon salaire est de 3 500 € par mois, mais bien évidemment pas assez à mon goût, compte tenu de ce que j'investis dans mon travail. Je suis propriétaire d'un studio, une location en meublé en LMNP et acquis il y a 3 ans et demi, rendement à l'équilibre, et en cours d'acquisition de ma RP. Voilà à peu près tout pour le décor. Suite au divorce, mon ex-femme qui touchait les prestations sociales a, au bout d'un certain temps, décidé de ne plus me verser ma part, prétextant qu'elle gagne moins que moi et qu'elle a des frais pour notre dernier enfant. Apparemment, moi, je n'en ai pas. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le divorce à l'amiable a été signé et que sur le papier, j'avais la garde des enfants à 75% du temps, soit 4 jours tous les 15 jours chez leur maman, ce qui a duré 5 ans jusqu'aux événements où là, j'ai cédé pour une garde de 50-50. J'ai horreur du conflit. J'ai tenté il y a 2 ans de réclamer mon dû, mais sous la menace d'une pension alimentaire à verser et un retour aux 75-25 de garde. Non pas que je n'aime pas mes enfants, mais c'est lourd à assumer, donc j'ai abandonné le projet et considère que la prestation non perçue fait office de pension. Bref, j'ai horreur du conflit. Au-delà de tout ça, même si j'avance, je pense ne pas être assez efficace et j'ai tendance à procrastiner. Et quand je décide de mettre les choses en route, je me retrouve noyé par tout ce qu'il y a à faire, alors que je sais très bien qu'en faisant les choses petit à petit, on finit par achever les tâches à faire. Ma seule source de motivation, notre dernier fils, car la question qui m'anime est « Que se passera-t-il après moi ?» Je ne peux décemment pas le laisser entre les mains de l'État quand on voit l'état des finances et sachant que les politiques sont là pour faire carrière et pas pour servir le peuple. Je me dois d'essayer de constituer une rente pour mon dernier fils. Les 2 grands ont, je pense, compris qu'ils n'auront pas le droit à une retraite par répartition. Enfin, j'espère avoir fait passer le message correctement. J'ai 50 ans et l'horrible certitude de m'y prendre tard. Après l'acquisition de ma RP, je serai au plafond de l'endettement. J'ai également commencé à placer en DCA sur des ETF. Là, il faut être patient. Dans ma localité, je vois des biens abandonnés ou des biens auxquels je pourrais avoir accès en off-market, mais je suis freiné par cette capacité d'endettement. Comment faire pour aller chercher d'autres biens et mettre les biens pour pouvoir mettre les miens à l'abri ?
Voilà tonton, j'ai essayé de faire court et de ne pas m'éparpiller, mais il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas si mon histoire fera l'objet d'un allô tonton. En tout cas, merci pour tes différents podcasts. Ce que tu y partages est inspirant. J'espère un jour réunir assez pour m'offrir un accompagnement Big Up Noël. Bon, merci à toi Noël. Merci beaucoup à toi pour ton message. Effectivement, c'est très touchant et on sent qu'il y a beaucoup d'émotions derrière tout ça. Et moi aussi, pour être touché par le handicap dans ma famille proche, autour de moi, je me rends compte de ce qu'il faut faire pour son enfant et pour lui construire un avenir parce que, comme tu le dis, il faudra pas compter sur l'État. Donc, je mesure tout ce que tu dis et à quel point ça doit être important pour toi. Ce que je veux te dire quand tu me dis, la première chose qui me choque, c'est que tu me dis, j'ai l'horrible certitude de m'y prendre tard. Je vais pas te mentir. Bien sûr que le mieux, c'est de s'y prendre à 20 ans. Et que, effectivement, tu t'y serais pris à 20 ans, ça serait mieux. Voilà. Le plus tôt est le mieux. Par contre, non, n'aie pas cette certitude-là, parce que le problème, c'est que si tu as une certitude là-dedans, tu vas être dans la résignation et tu te dis, bah, de toute façon, c'est mort, c'est foutu et t'avances pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est jamais trop tard. Et on a eu des gens, à la parenthèse, qui avaient 60 ans. Et bien sûr qu'à 60 ans, quand tu n'as rien fait jusque-là et qu'il te reste 7 ans à travailler, bah, tu peux déjà acheter des appartements et au bout de 7 ans, tu auras capitalisé pendant 7 ans, tu auras fait du cash flow et ça sera mieux que de n'avoir rien fait de toute façon. Et toi, tu n'as pas 60 ans, tu en as 50. Donc, tu as encore du temps devant toi. Et dis-toi que c'est dans le livre, dans la technique du succès d'André Muller, hein, qui est un livre que j'aime beaucoup, vous le savez. André Muller disait, tous ceux qui commencent par dire c'est trop tôt, pour s'y mettre, finiront par dire c'est trop tard. Donc voilà, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard, c'est le bon moment, c'est maintenant en fait, à chaque fois. Donc te pose plus ces questions-là. Oui, t'as plus 20 ans, moi non plus j'ai plus 20 ans. Et je continue d'investir, tu vois. Je me dis jamais que c'est trop tard. Donc pour moi, la bonne nouvelle, c'est que si tu en as envie, et c'est ça qui compte, alors pour moi, vraiment tout est possible. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième, en ce qui concerne les prestations pour ton ex-compagne, là, dont tu me parles, je sais pas si ça va chercher bien loin, mais c'est peut-être 300 € par mois ou 400 €. Divisé en 2, ça fait 150 ou 200 € chacun. Est-ce que ça vaut le coup de mettre ton focus là-dessus, tu vois? Je sais que c'est pénible et je sais que tu ressens une injustice là-dessus. Dis-toi qu'au final, ce qu'il faut espérer, c'est que dans tous les cas, ça profite à tes enfants, cet argent-là. Ça, peut-être que tu peux avoir une discussion, en tout cas, au moins pour être sûr que cet argent, il profite in fine à tes enfants. Mais à côté de ça, tu gagnes relativement bien ta vie quand même avec 3 500 € par mois. Et pour moi, il vaut mieux mettre ton focus sur ce qui peut t'apporter plus d'argent pour la suite, dans ton quotidien, plutôt que de te battre pour aller récupérer 150 ou 200 € par mois et que ça pète un câble, tu vois. Parce que normalement, si tu es en garde alternée, à 50-50, aujourd'hui, tu verses pas de pension alimentaire, si je comprends bien. Il y a vraiment que, puisque quand on est à 50-50, logiquement, on verse pas de pension alimentaire, les coûts sont partagés. Donc, si on parle que de ces 150 ou 200 € par mois, pour moi, il vaut mieux que tu te dises, je vais aller les chercher avec un invest. Tu as déjà fait un LMNP, tu es déjà passé à l'action. Donc, pourquoi pas un autre appartement comme ça, un immeuble de rapport ou un Airbnb ou quelque chose, une LCD. Pour moi, même si, alors, la LCD, bien sûr, il faut regarder si tu travailles beaucoup à côté. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt te poser la question de comment gagner plus plutôt qu'aller là-dessus qui pourrait créer du conflit pour rien du tout. Si tu veux mon avis, en tout cas. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est Tony Robbins disait une phrase que j'aime beaucoup: «La clarté, c'est le pouvoir». Et l'impression que j'ai au travers de ton mail, de ton message, c'est que tu sais pas trop où tu vas avec ces investissements. Tu sais pas trop ce que tu cherches. Est-ce que tu as bien défini ton objectif? Qu'est-ce que tu vises avec ça? Combien tu veux? Et c'est là où ça va être vraiment important de mettre des chiffres en face et commencer petit, par exemple. OK, je veux 300 € de plus par mois. Je veux dans 2 ans que ça me fasse 1 000 € de plus par mois. Je veux créer un capital de 100 000 €. Poser les choses, vraiment, tu vois? Ça va être extrêmement important de vraiment poser ces choses-là pour savoir qu'est-ce que tu vas chercher. C'est important de définir cet objectif-là parce que d'une part, ça te donne quelque chose à aller chercher et d'autre part, quand tu l'auras atteint, au moins ça sera mesurable. Tu pourras te dire, ok, ben oui, j'ai réussi parce que physiquement, je vois ce que j'ai fait. Ça, c'est le plus important, hein. C'est pour ça qu'on insiste autant avec Finance Perso Expert, avec Finance Business Expert, avec ces formations-là. Elles te font définir des objectifs chiffrés pour tes finances. Et au moins, ben, c'est clair, tu sais ce que tu vas chercher.
Là, j'ai l'impression que c'est un peu tous azimuts. Alors, tu vois, je parlais de la technique du succès. Si tu veux apprendre à t'organiser, je te conseille de relire ce bouquin. Il est fantastique pour apprendre à s'organiser et apprendre à mener des projets à bien. Ça pourra vraiment t'aider. Et le dernier point que je vois, c'est comment est-ce que tu es entouré autour de toi? Parce que j'ai l'impression que tu as aucun pote investisseur, aucun investisseur dans ton entourage et ça, c'est vraiment compliqué. Si tu as pas d'investisseurs, de potes investisseurs autour de toi, c'est ce qui va être le plus difficile. Moi, tu le vois aujourd'hui, mon entourage, c'est Ben, hein, avec qui je partage mon quotidien, qui est mon cousin germain. On a 7 ans d'écart, mais on est passionné par l'investissement partout, on parle de ça toute la journée. Donc je suis hyper stimulé de ce point de vue-là. Ma compagne Élodie, qui monte entre autres qui fait assure le montage de ces podcasts aujourd'hui, elle est entrepreneuse. Mon Dieu, comment dit-on aujourd'hui? Je vais subir les foudres. Je sais pas si c'est au masculin ou au féminin, mon Dieu. Voilà, tu l'auras compris, chérie. En tout cas, voilà, en tant qu'entrepreneur, elle entreprend. Voilà, on va dire elle entreprend. On a forcément des discussions qui sont aussi autour de ça, c'est stimulant. Donc on est encore dans cet environnement-là, même tous les 2 au sein de notre foyer. Avec Yann, mon pote Yann avec qui j'ai les Gentlemen Investisseurs, il est entrepreneur. Mon pote Fab avec qui j'ai, le podcast Nouveau Départ, il est entrepreneur. Donc je baigne là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les amis avec qui je travaille, les amis que je vois, il y a beaucoup de gens qui entreprennent donc ça me motive si tu veux. Et là, ce qui pourrait t'aider justement pour y arriver, parce que tu me dis qu'avec ta RP, tu vas être au taquet de ton endettement, ce qui peut être utile vraiment, c'est d'avoir un associé justement et ça a plein d'avantages. Déjà pour la motivation, tu es avec quelqu'un qui, vous allez vous motiver tous les 2 pour faire plus. Vous vivez une aventure ensemble. C'est génial de réussir à plusieurs. Tu vois, je parlais de ma voiture au début de l'épisode. Je suis pas allé la chercher tout seul. Tu as envie de le vivre avec des gens, ça. C'est ça, c'est le bonheur, il vaut que quand il est partagé, tu vois? Bien sûr, tu obtiendras des financements pro, pardon, beaucoup plus facilement avec un associé. Donc c'est tout ça qui peut t'aider et je pense que c'est là où il faut mettre ton focus. Il faut bien t'entourer. Rajouter de la clarté pour savoir qu'est-ce que tu veux faire, après quoi tu cours, pour donner du sens en fait, tout simplement. Quel est le sens? Donc le sens, tu l'as, tu le fais pour ton fils, mais voir ce que tu as besoin justement, ce que tu vas chercher et pourquoi pas le faire avec quelqu'un, avec un associé, ça te motivera énormément. Et tu parlais d'accompagnement à la fin. J'ai des gens, hein, comme toi qui ont du mal tout seuls à aller au bout, du mal à avancer, du mal à vraiment, finir par passer à l'action. C'est aussi pour ça, je suis pas là pour t'upsell, mais je vais en parler aussi, qu'on a créé GI Coaching Pro, notre coaching avec les Gentlemen Investisseurs sur 3 mois, qui est animé par Eric et par Jérémy, et qui sont des coachs exceptionnels, hein, tous les 2. Ils ont plus de 20 lots en investissement, plus de 10 à 15 ans dans l'investissement, tous les 2 millionnaires grâce à leurs investissements, qui sont nos coachs. Ils prennent que 3 coachés en même temps à chaque fois. Donc bien sûr, c'est un petit billet, tu as des formations avec dedans, ça coûte 1 750 € pour 3 mois. Mais par contre, on le voit avec les coachés qu'on a, ils sont tous passés à l'action, ils ont tous acheté des biens immobiliers, ils sont tous en train d'avancer vraiment fort, fort sur leurs invests. Et parfois, quand on a du mal tout seul à y aller ou qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, ça peut vraiment valoir le coup de s'offrir un accompagnement et c'est de l'argent qui est très bien investi parce que tu vois, ils ont payé 1 750 € pour 3 mois et en moyenne, sur leurs biens immobiliers, ils ont fait des acquisitions autour de 200 000 € et à chaque fois, ils ont négocié quasiment 10 à 15 % du prix. Donc, les 1 750 € sont bien, bien récupérés. Donc ça peut être aussi une solution. En tout cas, merci à toi Noël pour ton message. Et on va enchaîner avec un message de Thibaut. Thibaut qui était avec nous au séminaire Kite à Leucate, au kitesurf, et qui organise des voyages de luxe à travers le monde. C'est plus que notre géo, hein, c'est notre guide bronzé, beau gosse, Thibaut. C'est très impressionnant. Donc c'était chouette, on a passé une très belle semaine. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, il est dans le podcast du kitesurf à Leucate, qu'on a enregistré dans un camion. Si c'était pas magnifique, ça aussi, c'est pépite ce podcast. Donc, message de Thibaut. Thibaut qui me dit: alors là, Tony, tu tombes vraiment à pic. Je sors d'une longue matinée stressante après une journée hier au téléphone avec l'avocat fiscaliste que Yann m'a conseillé et mon nouveau comptable. Ce midi, je parlais de toi avec ma copine et je me demandais si tu jouais le rôle de mentor pour des gens. C'est peut-être ce dont j'ai besoin en ce moment. Maintenant que tu me connais un peu, pas besoin de t'expliquer mon parcours, mais ma situation aujourd'hui est un peu, voire beaucoup dans le brouillard.
Je ne sais pas si c'est adapté au podcast ou si c'est une session de coaching que je demande, mais je t'expose la situation. On peut déjà en parler dans le podcast. En gros, voici ma problématique. Je suis chef d'entreprise d'une SASU que j'ai créée en 2022. Je vends des voyages pour des étrangers en Europe et je reçois les paiements sur mes comptes pro en ligne. Je souhaiterais faire un investissement locatif et donc profiter de l'avantage du levier bancaire en France qui n'est pas anodin, mais sinon je n'ai pas vraiment de raison d'être résident fiscal ici. Je n'aurai pas de retraite car j'ai passé trop de temps à l'étranger. Mon entreprise qui vend des voyages à des étrangers pourrait être domiciliée ailleurs. Une des options sérieuses était l'Irlande, puis Dubaï, et maintenant une LLC aux États-Unis, qui me permettrait de payer 0% de taxes à condition que je sois résident fiscal d'un pays comme le Portugal par exemple. C'est un pays que je connais très bien et dans lequel je me vois bien avoir une maison. Typiquement, j'ai compté en 2023 et en 2024, j'ai passé entre 100 et 140 jours en France. J'ai l'impression de faire les choses correctement au niveau de mon équipe, je m'entoure d'un bon avocat fiscaliste, d'un comptable, j'ai embauché une assistante en ligne. Cependant, tout est bordélique, désorganisé. Je suis dans un brouillard complet maintenant que la réalité d'un chef d'entreprise me fait face. J'étais bien à juste organiser mes voyages, les vendre, les créer et les accompagner. Mon gros défaut, c'est d'être dispersé. Dès que je suis dans un endroit qui me plaît, je me dis « Ah oui, je pourrais peut-être vivre ici », aller jusqu'à regarder le prix de l'immobilier et vraiment s'y projeter, puis ça passe, et je vais ailleurs, et en attendant, rien n'avance. Ainsi, aujourd'hui, je ne sais pas par quoi commencer, et surtout quelle stratégie utiliser. Ça me saoule de tellement payer d'impôts dans ce pays, mais la raison pour laquelle je ne me paye ni salaire ni dividende. Cependant, selon mon avocat fiscaliste, si je me verse des dividendes, je n'aurai que la CSG à payer. Pour résumer, je m'évade, je souhaiterais être résident fiscal ailleurs, mais personne autour de moi ne l'a fait pour me montrer l'exemple, et je me sens un peu coupable de le faire. Je me demande même si c'est la meilleure stratégie, car il y a aussi beaucoup à perdre à ne plus être résident en France, je suppose. Je me fais vite dépasser dans des situations où on se sent la tête sous l'eau, car énormément de choses différentes à régler. Du coup, je perds un peu mes moyens et ma clarté d'esprit. Peu importe où iront ces questions, déjà, ça me fait du bien de partager ça. Ensuite, merci d'avoir pris le temps de me lire si tu es arrivé jusque-là. Et est-ce que tu offres du coaching personnel ou que tu peux me conseiller? Et je t'espère en forme. Merci à toi, mon poulet, Thibaut. Donc Thibaut, déjà merci à toi pour ton message. Alors juste pour le coaching, je donne encore quelques coachings en perso de temps en temps. J'assure plus de coaching suivi puisque aujourd'hui j'ai Sylvie qui le fait sur Nouveau Départ, en tout cas les coachings dev perso, puisque c'est surtout une question de temps. J'avais plus le temps de le faire. Mais voilà, mais je donne encore quelques coachings de temps en temps, même si j'ai quand même pas mal de délais dessus parce que j'en donne entre 1 et 2 par semaine maxi. C'est plutôt 4 par mois, on va dire. Et surtout, j'ai fait une pause jusqu'au mois de juillet. Je voulais plus en donner. J'en ai plus donné de mars, je crois, février ou mars jusqu'à fin juillet. Et je reprends les coachings à partir de septembre si, sur certains points, vous avez besoin de vous faire, d'être débloqué. Donc, rappelle-toi, mon petit Thibaut, pour répondre sur le fond de ton message, Orelsan disait, au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et peu importe si la maison c'est la France ou ailleurs, toi tu as énormément voyagé, hein, plus de 200 jours par an, 250 jours par an. Et même si on voyage beaucoup, je crois qu'on a toujours besoin d'un endroit qu'on appelle maison, tu vois. Mais maison au sens pas les agglos, les parpaings, les fenêtres et les portes. Maison au sens home en anglais, tu vois, un foyer. On a toujours besoin d'avoir un endroit qu'on appelle son foyer. Et pour moi, je me demande si c'est vraiment une question d'optimisation fiscale que tu as. Parce que bien sûr, aujourd'hui, tu as cette liberté, tu peux habiter partout où tu veux sur la planète en organisant tes voyages. Tu peux aller dans un pays avec 0% d'impôt, que ce soit Dubaï, que ce soit le Portugal avec la LLC aux États-Unis. Je me fais pas de soucis pour ça. Et surtout, tu es bien entouré avec les avocats fiscalistes qu'on connaît. Tu trouveras la solution pour faire ça aux petits oignons et dans la parfaite légalité et faire les choses comme il faut. Ça, j'en doute pas. Ma vraie question, c'est... si je dis pas de bêtises, on a à peu près le même âge, donc tu as dépassé la quarantaine. C'est, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi, pour la suite de ta vie? Où est-ce que tu dois habiter? Où est-ce que tu dois faire ta vie? C'est ça qui compte le plus, en fait. Je sais que tu as une maison au Brésil, par exemple, mais l'idée, je pense que ta question, elle est plus là et de prendre du temps pour toi en te disant: «Je sais que tu as une compagne qui est aussi dans un autre pays. Est-ce que tu as envie de construire avec elle? Est-ce que tu veux aller dans son pays? Est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux des enfants?» C'est une vraie question à se poser, ça aussi. Où est-ce que tu dois les élever? Dans quel pays tu dois les élever? Et quel est l'endroit que tu as envie d'appeler maison,
finalement, tu vois? Et ça, c'est un syndrome qu'on voyait beaucoup à l'époque des premiers entrepreneurs du web, hein, quand le web est arrivé. Vraiment, que les premiers métiers où on a pu être digital nomade sont arrivés. Je dirais que c'est, vraiment 2000, où là où ça s'est vraiment popularisé, 2014-2015, et on a vu des entrepreneurs du web ne vivre qu'en Airbnb, vivre une année entière dans des Airbnb, et à la fin, bah, ils avaient besoin d'un endroit qu'ils appellent maison, tu vois? A place you call home, vraiment un foyer. Et je le vois, hein, beaucoup d'entrepreneurs que je suivais de cette époque-là, qui vivaient dans plein de Airbnb à droite à gauche, ont tous fini par s'arrêter à un endroit finalement. Jean Rivière, il s'est arrêté en Roumanie, que je suivais à l'époque, qui a fait plein de pays, et pour créer son foyer et sa maison. Et au final, on se rend compte qu'on a tous besoin de ça. Et ma vraie question, au-delà des impôts, si tu enlèves ça, où est-ce que tu as envie de vivre? Parce que, tu vois, moi, aujourd'hui, ma situation fiscale en France, elle est catastrophique, tu vois? Je me fais défoncer. Mais aujourd'hui, c'est là où j'ai mes enfants, et pour l'instant, je me verrais pas habiter ailleurs, tu vois? Donc, je choisis de payer ce prix. Là, c'est beaucoup trop. Là, on a balancé 40 000 balles, tu vois, le 15 mai. Mais c'est ce que c'est le prix à payer pour rester ici, vivre avec mes enfants. Sinon, je pourrais aller à Maurice, je pourrais aller ailleurs, tu vois, payer moins d'impôts. Mais par contre, ça me demande de laisser mes enfants. C'est pas négociable, c'est pas possible, tu vois? Je peux pas faire un truc pareil. Donc toi qui as ce choix-là, parfois, hein, avoir, comment dirais-je? Une liberté totale de choix, ça peut être plus une source d'angoisse qu'une source où tu te dis: «Au moins, bah, on a toujours le choix, hein, mais voilà, bah, moi je vais pas laisser mes enfants, donc je choisis de vivre en France et je vais pas au-delà de ça», tu vois? Mais toi, tu as le choix d'habiter partout. Donc je pense que la vraie question, c'est ça, c'est: qu'est-ce que tu vois pour toi, pour la suite de ta vie? Où est-ce que tu as envie de vivre, en fait? Pose-toi déjà juste cette question, et puis de te dire quel sens tu veux, où veut être Thibaut dans 10 ans? Comment tu te vois? Est-ce que tu te vois encore organisateur de voyage? Est-ce que tu te vois, t'être établi dans un pays? Est-ce que tu te vois avec des enfants? C'est vraiment cette question-là que tu devrais te poser. Et la dernière chose que je peux te dire, c'est, tu personne autour de toi qui l'a fait. Moi, je te conseille de t'entourer d'expatriés pour avoir leur retour d'expérience, vraiment. Heu, Tu peux peut-être faire ça sur des forums, écouter un podcast qui parle de ça, aller rencontrer ces gens-là. Tu vois, moi, quand j'ai vu l'indépendance financière, tous les gens que j'aimais bien, je les ai tous rencontrés ou je les ai tous eus dans mon podcast parce que j'avais besoin de leur parler. Quand je me suis mis dans les ETF, la première personne qui en a parlé, qui avait écrit Épargnant 3.0, c'était Édouard Petit. Bah, je l'ai invité dans le podcast, j'ai pu le rencontrer parce que je voulais me rapprocher de ces gens-là. Donc toi, l'idée, c'est rapproche-toi d'expatriés, de gens qui ont eu ton parcours, pour voir comment ils ont vécu et voir si la vie qu'ils ont choisie, qu'ils ont actuellement, elle t'inspire ou au contraire, elle t'inspire pas. Je pense que j'en suis persuadé, c'est prouvé, hein. On grandit, on apprend par mimétisme, et donc faut t'entourer de gens qui te ressemblent si tu veux aller plus loin. Tu vois, quelqu'un qui serait hyper fit, avec une alimentation de sportif, si tu le mets 3, 4, 5 mois à habiter dans une maison avec des mecs qui s'en foutent de leur physique, qui font que la bringue, qui se couchent tard, qui boivent de la bière, qui mangent des chips et qui s'en fichent, bah, les 2, 3 premiers mois, la personne va peut-être tenir, tu vois? Parce que, elle est dans ce qu'elle fait, elle est déterminée. Mais avec le temps, bah, tu finis par ressembler aux gens avec qui tu partages ton quotidien, et peut-être qu'il lâchera pas le sport, mais que ce sera moins suivi qu'avant et qu'il va se laisser plus aller. Donc tu vois, je sais pas si ma comparaison elle est pas un peu hasardeuse, mais en tout cas dans l'idée, moi je le vois aujourd'hui, mon entourage, les gens qui sont le plus proches de moi au quotidien, c'est tous des investisseurs, donc ça me maintient là-dedans, dans ce challenge, dans ce défi et dans cette envie d'aller faire plus et d'aller chercher plus loin. Si j'étais, entouré de communistes et de gens qui ont rien envie de faire, par exemple, bah, ça serait plus dur. Bien sûr, je me bougerais, mais mentalement, ça serait plus dur. Et ben, pour toi, je pense que, bah, comparaison est peut-être encore hasardeuse, mais c'est important de t'entourer de gens qui se sont expatriés, qui l'ont fait pour des bonnes raisons, qui ont construit quelque chose à l'étranger, et de voir si toi ça te plairait pour que tu puisses t'en inspirer. Voilà ce que je peux te dire, mon petit Thibaut. Et je vous propose qu'on enchaîne avec le message de Gérald. Gérald qui me dit: Salut Tony, j'espère que tu as la forme. Merci de nous offrir la possibilité de participer au prochain Allo Tonton. Alors mon questionnement est une situation que je vis actuellement. Comment continuer à investir quand on atteint les limites du nom propre? J'ai 22 lots et près d'1 million d'euros d'encours avec un taux d'endettement de 38% et un cash flow net de 3 500 euros. Je suis très satisfait de ce que j'ai déjà réalisé,
Mais cela m'embête de m'arrêter là pour respecter le HCSF et ne pas devenir un trop gros LMP. Donc le HCSF, c'est le Haut Conseil de stabilité financière, si je dis pas de bêtises. C'est ces braves gens qui disent qu'on n'a pas le droit de s'endetter au-delà de 35%. Est-ce que tu privilégierais plutôt de continuer en locatif avec une SCI à l'IS ou de se diversifier avec du marchand de biens en SAS? Sachant que j'ai déjà beaucoup de locatifs, je serais intéressé pour dynamiser l'ensemble avec du marchand de biens. Comment se rémunérer au mieux en société, dividendes, salaires, frais, quand on est habitué au nom propre, à ne se poser aucune question sur ce sujet, le cash flow étant disponible sur son compte courant? Il me semble que tu te rémunères au minimum 800 € pour éviter la taxe Puma, mais comment se payer ensuite? On aura le temps d'approfondir ce sujet au Surfing Cash Flow, et oui, parce que Gérald sera avec nous au séminaire Surf. Mais si tu peux l'évoquer dans ton podcast, cela devrait intéresser toutes les personnes dans ma situation. En attendant, au plaisir de t'écouter. Bon, déjà, merci beaucoup à toi, Gérald, pour ce message. C'est top ce que tu as fait. Tu peux être très fier de toi. Parce que, oui, je crois que, bon, tu le dis pas dans le... Oui, si, 22 lots, c'est ça. Je vais dire, tu as plus de 20 lots. 22 lots, cash flow de 3500 €, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, pour ce qui est de la rémunération, on en a quand même pas mal parlé dans l'épisode précédent d'une vie de liberté, de Allô Tonton. Alors, je vais pas revenir sur toute la technique, mais là où j'avais envie d'insister sur ton message, c'est de faire un petit topo sur le passage du nom propre à la société. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire extrêmement peur quand on a toujours investi en nom propre, quand on a toujours été salarié, parce que on dira pas ton métier, Gérald, mais tu es salarié, de se dire je me posais aucune question, voilà, mon cash flow il tombe sur mon compte, c'est du cash flow perso, je peux le réutiliser. Comment je fais pour passer en société? Ça paraît toujours fou. Et pourtant, c'est vraiment la prochaine étape, la société. C'est très bien de commencer en perso, et c'est toujours bien d'en faire en perso. Ça permet d'avoir un peu de cash flow justement perso, ça permet de faire des OBO, de se racheter ses propres biens s'ils sont rentables par la suite, et de les conserver dans son patrimoine. Ça permet de faire plein de choses. Mais toutes les plus grandes fortunes du monde, toutes les plus grandes richesses au monde, elles le sont en société. Elles ne le sont pas sur du patrimoine perso. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment, ça sera l'étape obligatoire. Et surtout, pour le régime fiscal des particuliers, il est quand même relativement instable. On le voit, les tranches marginales d'imposition, elles changent dans tous les sens. On était LMNP, pardon, on est passé au LMNP. Ça devient totalement n'importe quoi, et surtout que c'est rétroactif en plus. Là, on le voit sur le LMNP, les amortissements vont être réintégrés à la vente, chose qui n'était pas le cas auparavant. Donc là aussi, ça va faire encore une fois de plus super mal. Donc voilà, les règles fiscales, elles changent toujours pour les particuliers, alors que pour les entreprises, elles sont beaucoup plus stables. Et il y a quand même une concurrence entre les pays européens à celui qui fera les impôts les plus bas pour les entreprises pour aller attirer quand même les boîtes. Donc, cette concurrence-là, elle a tendance à tirer l'imposition vers le bas pour les sociétés. Donc là, ça va être intéressant à un moment de passer en société. Maintenant, pour ce qui est de la SCI à l'IS ou du marchand de biens, moi j'ai envie de te dire, les deux, mon général, le choix du roi, c'est quand même d'avoir au final une société de production. Donc ça peut être du marchand de biens par exemple, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Si tu avais d'autres talents, pourquoi pas. Mais en tout cas, une société qui va générer du cash. Et ensuite, à côté de ça, une société qui va plutôt être patrimoniale, comme une SCI à l'IS ou même une SAS, mais où tu vas mettre des biens immobiliers locatifs que tu vas garder, que tu vas cumuler dans le temps. Nous, tu vois, sur une de nos foncières, on aime bien les locaux commerciaux, on essaye de faire une foncière de locaux commerciaux. Et entre les deux, une société holding pour pouvoir faire circuler les capitaux beaucoup plus facilement. Et voilà, le marchand de biens, c'est une activité où tu peux un jour avoir des soucis. On ne sait jamais, hein. On fait de l'achat-revente, on ne connaît pas parfois les bâtiments qu'on revend. Nous, on est vraiment carré, hein, et on les visite du sol au plafond, de la cave au grenier. Mais parfois, tu peux arriver à avoir un souci et tu n'es jamais à l'abri d'avoir un procès ou un redressement ou quelque chose. Donc, c'est bien d'avoir pas tout dans la même boîte et d'avoir d'un côté le marchand de biens, d'un côté ta foncière et justement cette holding pour faire circuler les capitaux entre les deux avec un minimum de frottement fiscal. Ça, c'est très intéressant. Donc moi, je te conseillerais les deux. Surtout si tu as une appétence pour le marchand de biens et que ça te fait envie, franchement, pourquoi pas? Tu as déjà acheté 22 lots, tu sais acheter, tu sais très bien acheter. Surtout si tu as du cash flow, c'est que tu as bien acheté. Donc tu sais bien acheter. Si tu as déjà revendu des lots, tu sais bien revendre. Là, le marchand de biens, c'est de réduire le temps entre les deux et de le faire le plus vite possible.
pour le moins porter de temps ton projet et le moins payer de frais sur tes financements, de frais bancaires. Donc voilà, ça peut être très intéressant ça. Et ensuite, pour te rémunérer, dis-toi qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire passer sur ta société tant qu'elles ont un lien, un rapport avec l'activité professionnelle. Par exemple, tu vas pouvoir faire passer des frais kilométriques. Chaque fois que tu vas aller visiter en marchand de biens et que tu vas utiliser ton véhicule personnel, le véhicule de Gérald, ta société, tu vas lui faire une sorte de facture à la fin de l'année. C'est des indemnités, mais elle va te rembourser de l'argent pour l'utilisation de ton véhicule. Et ça rembourse le coût du véhicule, l'amortissement du véhicule, le coût du carburant, de l'entretien. C'est quand même assez bien payé, hein, jusqu'à 5000 km. Pour des véhicules de 7 chevaux, on est à 0,697 € du kilomètre. Donc tu vois, ça peut être une façon de récupérer aussi de l'argent. Moi, j'ai fait ça pendant des années quand j'avais ma boîte de TP. Le but, c'était limité à 7 chevaux. Donc, c'était d'acheter la voiture qui fait minimum 7 chevaux, le moins cher possible. Et comme je roulais énormément, je faisais quasiment 80 000 km par an avec ma voiture, j'avais des fois des indemnités kilométriques de 2500 € par mois pour des voitures qui m'avaient coûté 10 000 € et où je faisais l'entretien avec des potes, tu vois, pour que ça me coûte le minimum du minimum. Et tout ça, c'est légal, hein. La société te rémunère ton véhicule, l'utilisation de ton véhicule perso, puisqu'elle n'a pas à en acheter un. Donc, c'est une façon aussi de récupérer de l'argent de sa société. La question que tu devras te poser à chaque fois, c'est: est-ce que la dépense que je vais faire, elle est en lien avec l'activité de ma société? Si je m'achète un ordinateur, par exemple, oui, pour faire du marchand de biens, j'ai besoin d'un ordi. Il va falloir que je fasse mes analyses de biens immobiliers, il va falloir que je fasse mes demandes de crédit, j'ai besoin d'un ordinateur. J'ai aussi besoin d'un téléphone. Bien sûr, je peux l'utiliser aussi en perso, mais l'achat est justifié par ma société. Si, je vais manger, au restaurant, bon, tu peux pas y aller si tu es tout seul, par exemple, et que tu es loin et que c'est sur une journée où tu pars travailler, oui, tu peux te payer ton resto du midi. Si, tu peux emmener un client avec toi, par exemple. Donc là, c'est toutes des choses où tu vas pouvoir faire des choses en passer des frais qui seront en lien avec l'activité de la société. Et la question à se poser, c'est: est-ce que cette dépense, elle va faire gagner de l'argent à la société ou est-ce qu'elle va en faire économiser avec le temps? Tu vois, si tu emmènes un client au restaurant, elle te fera peut-être, gagner de l'argent, puisque le client va peut-être te redonner des commandes. Si, tu achètes, une voiture électrique pour ta société, elle va faire économiser au final de l'argent à la société et ainsi de suite. Donc ce sera toutes ces questions-là à se poser. C'est une nouvelle gymnastique. Je veux justement pas revenir là-dedans, sur comment se rémunérer, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur le précédent podcast. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs, on a fait toute une émission là-dessus, sur comment se rémunérer avec sa société, si ça peut vous intéresser. Voilà, mais je voulais surtout parler du passage du perso à la société. C'est vraiment l'étape qui suit, quoi. Ça fait peur au début quand on n'a jamais eu de société, mais voilà, c'est l'étape suivante et je pense que tu ne dois pas t'en passer et si tu veux révéler tout ton potentiel, pour moi, c'est capital. Donc merci à toi, Gérald, pour ton message. Et on enchaîne avec un message de Mathéo. Mathéo qui me dit: Salut Tony, je m'appelle Mathéo, j'ai 23 ans, j'ai créé une société dans la santé depuis bientôt 2 ans, avec 3 points de vente dans le sud de la France. Je suis passionné d'investissement, mais aussi d'entrepreneuriat, de bien-être spirituel et de sport. J'aspire à une vie hors du commun et je fais tout pour atteindre ma liberté financière afin de pouvoir me concentrer sur des choses qui m'animent pleinement. J'espère pouvoir y arriver d'ici 10 à 20 ans en fonction de mes résultats dans le business notamment. Ça peut même aller plus vite que ça, hein, tu sais. On surestime beaucoup ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime énormément ce qu'on peut faire en 5 ans. Et alors en 10 ans, ta vie, elle peut complètement changer. Tu vois, entre le moment où j'ai quitté la rat race et aujourd'hui, il s'est passé 6 ans et ma vie est radicalement différente. Tu vois, en quelques années, il peut se passer beaucoup de choses. Je reprends. Beaucoup de personnes, que ce soit mes associés, mes proches ou même mes clients, sont surpris du décalage entre mon âge et mon niveau d'ambition, mon sérieux et mon implication dans mon travail, et je suis fier d'incarner cette image, avec 23 ans. J'alloue une partie très importante de mes revenus, plus de 50%, bien que relativement faible pour le moment, à l'investissement. Ça a été ma doctrine depuis que j'ai commencé à travailler. Mais j'ai aussi des rêves plus fous. Voyager, courir le marathon de New York, vivre dans plusieurs endroits du monde, ou encore emmener ma mère faire un trek spirituel dans l'Himalaya, promesse que je lui ai faite après avoir lu Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. J'ai pas lu. Je rêve aussi d'une vie sans téléphone, plus simple, plus présente.
J'ai peur de trop attendre pour réaliser ces rêves et qu'il soit trop tard, ou bien de perdre ce besoin d'aventure, de me laisser dépasser par la vie. Enfants, responsabilités diverses. Aussi, je ne peux pas me permettre de dépenser des sommes aussi conséquentes à l'heure actuelle dans les voyages. Même si c'était le cas, mon business nécessite une présence permanente et je n'ai ni les moyens ni la confiance pour déléguer mon affaire à 100% pendant ne serait-ce qu'une semaine. Je dois gérer ça à distance et je sais que laisser faire ça à quelqu'un reviendrait à accepter que le travail soit moyennement fait. Quel est selon toi le meilleur équilibre entre réaliser tous ces rêves maintenant et sacrifier le présent, travailler d'arrache-pied comme je le fais actuellement en vue d'un futur meilleur? Aussi, as-tu des conseils pour scaler son business, déléguer une partie ou la totalité tout en évitant les pièges tels qu'un mauvais recrutement qui, en France, peut s'avérer catastrophique, surtout pour une petite société? J'aime mon travail, mais si j'étais libre financièrement, ce n'est pas ce que je ferais de ma vie. Et parfois, j'ai peur que la vie me dépasse avant d'avoir vécu ce que je veux vraiment. Merci d'avance pour ta réponse, Tony, et bravo pour avoir osé réaliser toutes ces belles choses. Ton parcours est inspirant, Mathéo. Alors déjà, Mathéo, merci pour ton message. Je te félicite. C'est incroyable à 23 ans d'avoir autant de maturité, d'avoir une vision finalement aussi claire de ce que tu veux, même si c'est tellement grand que ça peut t'angoisser. Mais voilà, rappelle-toi de Turbo. J'en parlais avec mes filles il y a pas longtemps. Turbo, l'escargot de Pixar. Aucun rêve n'est trop grand, aucun rêveur n'est trop petit. Donc voilà, continue de rêver surtout. Ne perds jamais ça, parce que c'est un véritable moteur. Alors, pour répondre à ta question, je pourrais te dire que tu es jeune, de faire YOLO et de vivre absolument toutes ces expériences tout de suite, parce que la vie est courte, mais si je te disais ça, je te mentirais. Parce que j'ai pris exactement le chemin que tu es en train de prendre et que j'ai quelque part, entre guillemets, sacrifié quelques années pour la suite, où j'ai beaucoup travaillé entre mes 25 ans et mes 37 ans. En 12 ans, je suis parti une seule fois à l'étranger, tu vois? Je suis allé une fois en vacances à Miami. C'était fantastique d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce voyage. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé et j'ai peut-être, entre guillemets, «sacrifié» quelques années. Même si j'ai pas sacrifié le temps avec mes enfants, j'ai vraiment essayé de passer le maximum. Mais sur mes rêves perso de voyage, j'ai sacrifié ça. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, quand je vois les moyens qui sont à ma disposition et tout ce que je peux faire et la vie que je me suis construite, je t'avoue que je regrette pas, vraiment. Parce que tout ce que tu fais maintenant, tout ce que tu es en train de planter comme graine aussi jeune, tu as déjà 3 sociétés, tu es en train d'investir, tu es en train de créer quelque chose de fou. Dis-toi que pour la suite, c'est des intérêts composés de folie que tu es en train de créer. On parlait d'exponentiel, on en parle beaucoup dans ce podcast. Là, tu es en train de la démarrer extrêmement tôt, cette exponentielle. Et donc, bien sûr que c'est important de travailler maintenant et aussi jeune et de pas perdre ces années. Et puis c'est les années où on a l'énergie. Moi, si je devais tout recommencer de zéro aujourd'hui, je te cache pas qu'il y a des fois, ça serait plus difficile. J'ai plus l'énergie de faire ce que j'ai fait à une époque, quand j'avais 25 ou 26 ans, où je me levais à 4 heures du matin pour aller au bureau, rentrer à 22 heures parfois. J'ai plus cette énergie-là. Et je trouve que ce qui est chouette, c'est que j'ai l'impression que, contrairement à peut-être moi, ce que j'ai pu faire, je veux pas cracher dans la soupe parce que c'est grâce à mon ancienne boîte que je suis arrivé là où j'en suis, mais je mettais peut-être pas mon énergie dans une boîte où il y avait assez de levier. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de levier dans ce que tu fais en tout cas. Donc ça payera peut-être plus vite. Mais en revanche, quand même, pour tes rêves, ce que je te propose, c'est de faire cette liste-là, justement, de tout ce qui est cher à ton cœur. Ce trek, ce marathon de New York, toutes ces choses-là. Et pour moi, tu peux te faire, par exemple, une seule chose chaque année. Tout le monde a besoin de vacances, tout le monde peut prendre des vacances, et si tu fermes ton entreprise une semaine par an, finalement, c'est sur 52 semaines, tu vois, c'est même pas 2% de l'année. Donc tu pourrais très bien fermer ta boîte une semaine et partir en vacances, et je suis sûr que tes clients le comprendraient. Encore une fois, c'est juste une question de perception. Tu vois, même moi, dans ma rat race de fou et de ma boîte de travaux publics, on fermait quand même malgré tout 3 semaines l'été et 2 semaines à Noël. On fermait 5 semaines par an. Et j'avais plus ce souci de mes salariés qui pouvaient faire des conneries quand j'étais pas là. Donc, ce que je te propose, c'est de faire cette liste de tout ce qui est cher à ton cœur et pourquoi pas faire une seule chose chaque année. Comme ça, t'as pas l'impression de mettre tout de côté et au moins tu donnes du sens à pourquoi tu travailles. Et si tu as un voyage qui te tient énormément à cœur et qui, par exemple, coûte 7 000 €, bien sûr que c'est beaucoup d'argent. Et j'ai pris volontairement un voyage qui coûte cher, tu vois.
Mais mets-toi en tête peut-être cette année de faire un projet d'achat-revente qui va te rapporter 7 000 € ou un appartement qui va te rapporter 350 € de cash flow par mois. T'en fais un deuxième, voilà, tu as presque fait tes 7 000 € de cash flow dans l'année. Donc tu as fait même plus que tes 7 000 € de cash flow dans l'année. Et tu vois, moi j'ai toujours fait ça pour ne pas culpabiliser de me payer mes kiffs, de me dire ok, je veux telle voiture, je veux tel voyage, il coûte 10 000 €. Comment je fais 10 000 € dans l'année? Avec quoi je les fais pour arriver à me payer ça? Est-ce que je fais un nouvel achat-revente? Est-ce que je fais une nouvelle formation? Qu'est-ce que je peux optimiser dans mes coûts? Donc voilà un peu l'idée. Et comme ça, je trouve que plutôt que de faire du tout ou rien où tu dis YOLO, j'abandonne tout et je vis ça tant que je suis jeune et puis je travaillerai plus tard. Là, tu te dis je travaille, je construis mon futur, je construis mon avenir parce que si ton business fonctionne, peut-être que dans 10 ans, à 33 ans, tu pourrais très bien arriver à justement avoir vendu ta société, avoir récupéré du cash de folie et pouvoir avoir une vie extrêmement libre dans 10 ans. Et à 33 ans, on est encore hyper jeune et tu auras tout le temps pour faire toutes ces choses-là. Et pour autant, voilà, pour pas te frustrer, je te conseille quand même de te faire un voyage par an parce que si je dois le mettre par rapport à mon parcours, moi j'ai été très frustré quand même de pas m'offrir ces kiffs chaque année. Je rêvais d'apprendre le parapente, c'est 1 semaine de stage le parapente. J'ai jamais pu la fixer cette semaine-là en 12 ans et je l'ai fait dès que j'ai quitté mon boulot, donc je l'ai fait à 38 ans. Mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire avant, tu vois? Et ça aurait pas mis mon business en péril et la semaine, ça coûte 700 ou 800 €. Allez, avec le logement, peut-être 1 000 balles. C'est pas 1 000 balles qui auraient changé quelque chose d'énorme sur tous mes investissements. Donc voilà, je te conseille de faire ça et de te dire, bah, OK, combien me coûte le kiff de cette année et quel investissement je mets en place pour que ça me paye juste ce kiff-là. Voilà pour la première partie de ta réponse. Et pour le scaling de ton business, pour le scaler ou déléguer, il faudrait que j'en sache un peu plus sur ce que tu fais, mais il y a plein de moyens. Tu peux trouver un associé, par exemple, sur une partie de ton business. Tu peux trouver un bon salarié, ça existe, hein. Même si c'est compliqué à trouver, ça existe. Moi, je te dis ça et j'ai un peu abandonné, mais j'ai quand même eu 35 salariés pendant 12 ans. Et parmi ces salariés-là, la plupart faisaient juste leur boulot, mais j'en avais au moins 10%, on va dire, au moins 5, même plus que 10%, qui étaient des vrais soldats, qui étaient des mecs qui bossaient énormément. Et donc ça existe, les très bons salariés. Tu peux déléguer certaines tâches, bien entendu, ça aussi c'est à avoir. Il faudrait que j'en sache un peu plus sur ton business. Il y a juste une piste à creuser qui m'ennuie, c'est quand tu me dis que ton business te plaît pas, ou que si jamais tu étais libre, tu ferais pas ça. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis libre, je peux faire à peu près ce que je veux et ce qui me fait kiffer, c'est faire ces podcasts et faire du marchand de biens. Tu vois, ça me plaît et j'ai le choix et par choix, c'est vraiment ce que je choisis de faire parce que c'est là où j'y trouve ma liberté, c'est là où j'y trouve le meilleur équilibre entre les gains et mon temps et ça me plaît vraiment, tu vois? Je ferais pas autre chose. Donc c'est là où quand même il y a quelque chose à creuser parce que si c'est dur de tenir à faire quelque chose comme ce que tu fais, ce que je veux dire par là, c'est si ton métier te plaît pas, ça va être dur de tenir. Ça va être dur de tenir à faire quelque chose qui te plaît pas, même si ça rapporte. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser là-dessus, à voir si tu peux pas te concentrer sur une partie du business, en déléguer une partie, trouver un associé pour aller plus loin. Mais il faudrait que j'en sache un peu plus sur ton business. Et en tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est ne t'inquiète pas quand on a la flamme que tu as, quand on a l'envie que tu as, l'envie d'aventure, elle va pas te quitter. Il faut bien que tu l'entretiennes, comme je te le disais, avec pourquoi pas un kiff chaque année. Mais c'est aussi des années où on a toute l'énergie et où c'est important de construire pour la suite. La vie est courte, mais la vie est longue aussi pour dire juste YOLO et on verra bien. Parce que tu vois, à 43 ans, je croise souvent des gens qui ont dit YOLO quand j'avais 20 ans. Et voilà, qui c'est qui fait YOLO maintenant, quoi. Donc, voilà, je crois que c'est dit. Donc, merci en tout cas à toi, Mathéo, pour ton message et continue comme ça, vraiment, c'est magnifique. Et on enchaîne avec un message de Maxime, un long message de Maxime. Maxime qui me dit « Salut Tony, je ne comptais pas te poser de questions car ma vie a été un peu mouvementée ces derniers temps et je ne suis pas à jour d'écoute de tes podcasts. Je ne voulais donc pas poser de questions qui auraient pu être déjà traitées. Mais je suis derrière mon PC et je reçois une notif sur mon tel alors que c'est le premier jour depuis des années que je réactive les notifs et donc je me dis encore un coup de l'univers.
Je t'avais déjà écrit à toi et Yann lorsque vous aviez remis en place les coachings, en tout cas au moment du teasing, avant que vous ne présentiez le nouveau système avec Eric et Jérémy, le GI Coaching Pro. Tu avais aussi analysé mon patrimoine lors d'une masterclass en ligne. Je suis à un stade de ma vie où j'ai peur d'avoir perdu le mojo. J'ai toujours souhaité et senti que je voulais faire plus ou différemment de la masse, mais sans jamais vraiment savoir quoi faire et sans jamais me bouger assez le fion. Puis SoundCloud m'a fait basculer d'un podcast de Rudy Koya à Une vie de liberté en mai 2021, 2 mois après la naissance de mon fils, et c'est le début d'une période où enfin je me suis activé. J'ai écouté vos podcasts, suivi vos formations, appliqué ce que vous conseillez, la lettre à l'univers, l'investissement en ETF, l'achat d'immeubles de rapport loués en meublé, la crypto, et j'étais enfin en phase avec moi-même. Mes actions étaient enfin en phase avec mes ambitions et je me sentais à ma place. L'étape suivante était le marchand de biens et j'avais posé 1 semaine de congé en décembre 2023 pour me former. Malheureusement, en janvier 2024, je me suis séparé de ma conjointe. Elle a quitté le domicile en avril 2024, après exactement, au jour près, 11 années de vie commune. J'ai rencontré une autre personne dans la foulée et nous avons entamé une relation qui a duré jusqu'au 1er mars 2025. Entre janvier 2024 et mars 2025, je n'ai plus avancé sur mes projets perso, sport, investissement pour une multitude de raisons. Le moral, nouvelles relations compliquées, changement de job plus prenant. Le peu de temps dispo était alloué aux tâches ménagères, à la nouvelle relation et enfin un peu au sport. Depuis mars, je m'attelle à redéfinir un rythme de vie pour notamment tenter de me redégager du temps libre. Je m'attelle à rattraper mon retard car j'ai une to-do list d'à peu près 50 tâches que je laisse traîner depuis des mois, dont 2 formations que je vous ai achetées et que je n'ai pas encore faites. J'ai repris le sport plus sérieusement en redéfinissant mes objectifs physiques, mobilité, longévité, et aujourd'hui à 39 ans. Je suis parvenu à faire 1 ou 2 petits moves également, mais qui m'ont pris peu de temps. J'avais 10 000 € sur une assurance vie en fonds euros que j'ai basculé en ETF pour profiter de la baisse du cours. Mais voilà, j'ai l'impression que je ne vais jamais réussir à me dégager autant de temps qu'avant. J'avance, mais comme une tortue. À peine je coche des cases réalisées sur ma to-do list que j'en rajoute d'autres. J'ai l'impression d'être une souris qui tourne dans sa roue. Je ne fais que bosser, que ce soit au travail, pour les tâches ménagères ou le traitement de ma to-do list. D'un côté, être actif me convient, je me pose 2 heures par jour pour mes 3 repas de 30 minutes, plus 30 minutes avant d'aller me coucher pour m'étirer. Le reste, je suis actif. Je suis pourtant quelqu'un qui bosse vite et qui suis très organisé. Je ne comprends pas comment, avec un seul petit à gérer en garde alternée, je ne parviens pas à me dégager du temps pour faire des projets perso. Heureusement, il y a vos podcasts. Je n'arrive pas toujours à les écouter car quand j'entends des personnes qui avancent, cela me met face à mes responsabilités et me renvoie l'image de mon propre avancement. J'aimerais que cela me motive, mais à l'inverse, ça me stresse car je me sens impuissant. Mais à d'autres moments, comme ce midi, je parviens à écouter et cela me remet un gros coup de boost, podcast Amazon FBA, et j'ai l'envie d'acheter la formation avant de me rappeler que j'en ai déjà 2 que j'ai achetées et que j'ai à faire. Bref, j'essaye de ne pas me résigner à cette vie de salariat et de normalité que je voulais absolument quitter. Mais parfois, je me dis qu'il faut peut-être que j'accepte cette réalité, peut-être temporairement quelques années, avant de me dire que si je n'y parviens pas maintenant, je n'y parviendrai pas plus tard. Je suis également extrêmement tenace et je continue chaque jour à réfléchir à comment optimiser ma vie pour réussir à atteindre mes objectifs initiaux. Donc quand j'ai reçu la notif de ton mail, je me suis dit, tiens, réponds, on sait jamais, ça pourra peut-être t'aider dans ton parcours. Question de pure psychanalyse, désolé si c'était pas la question, j'espère ne pas t'avoir fait perdre trop de temps, ce n'est pas facile de se mettre à découvert comme ça, donc j'espère ne pas avoir été hors sujet. Je n'ai personne dans mon entourage avec qui parler de cela. Et Maxime qui me dit « Oups, je m'aperçois que je n'ai pas réellement posé de question, désolé. » Ma question serait donc, est-ce que le problème, cette difficulté à trouver du temps pour mes projets est lié à moi, mon mindset, l'impact émotionnel du changement de vie, ou est-ce qu'il est lié à des problèmes plus factuels, organisation, choix des priorités? Quelques infos en plus d'hier au cas où, je suis directeur d'une agence dans le logement social, 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70 collaborateurs, 5500 logements sur 30 villes. Je finis à 17h15 les jours où je récupère mon fils et je tire jusqu'à minimum 19h au boulot lorsque je ne l'ai pas. Je suis à 90% pour garder mon fils un mercredi sur 2. Joyeuse fête de Pâques. Ah oui, tu me l'avais envoyé à Pâques. Bon, après, il y avait tout un petit passage que je lirais pas où il revenait sur d'autres choses sur les podcasts, mais voilà. Maxime. Donc, mon petit Maxime, merci déjà beaucoup, merci beaucoup à toi pour ton message. Effectivement, pareil, on ressent beaucoup d'émotions dans ton message. Sur tout ce que tu traverses et c'est bien normal. Et là où je vais venir dessus, c'est que tu me dis est-ce que ça peut venir de l'impact du changement de vie? Et à mon avis, tu as mis le doigt sur quelque chose parce que tu as une relation qui s'arrête, une relation de 11 ans qui s'arrête jour pour jour et tu replonges immédiatement dans une autre relation. Et une relation en plus où tu me dis que c'est compliqué.
Donc là, j'imagine que tu t'es pas séparé pour rien. Tu as déjà dû vivre des choses peut-être compliquées, des relations peut-être difficiles avec ta compagne. Pour ton enfant, c'est un tout nouveau rythme qui arrive, hein. Il doit être tout jeune, il doit avoir 3-4 ans, si je comprends bien. Lui, il faut qu'il se réadapte à ce rythme-là et là, tu te replonges immédiatement dans une autre relation et pour moi, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite et c'est aussi pour ça que tu t'étonnes que tu as rien fait pendant cette année-là. Mais voilà, construire une autre relation, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais déjà, faire le deuil de la première et c'est la première question que je vais te poser. Est-ce que tu as fait le deuil de cette vie que vous construisiez à 3 avec ton ex-compagne? Parce que entre ce qu'on s'est imaginé pour sa vie, pour son futur, de se dire: «On va grandir à 3, on va vieillir à 3, on va élever notre enfant à 3, je vais investir pour tout ça» et le fait que tout ça s'arrête, ça s'écroule, ça se termine, bah, derrière, c'est toute une nouvelle vie à reconstruire et je t'en parle en connaissance de cause puisque moi je suis passé par là. Et pour moi, bah, on a besoin de temps après tout ça, pour que tu te fasses à cette nouvelle vie et aux nouveaux objectifs que tu vas avoir dans ta vie. Ton nouvel équilibre, pour toi, une semaine sur 2, pour ta vie de père, perso, ton nouvel équilibre avec ton fils et après une relation de 11 ans, à mon avis, on a besoin de prendre du temps pour soi. Donc peut-être que tu avais peur d'être un peu tout seul, mon petit Maxime et c'est des choses que je peux comprendre aussi, bien sûr et qui te poussent à aller dans une nouvelle relation. Ça permet de pas penser, ça permet de se sortir la tête et de pas être tout seul et au final, bah, la personne que tu as laissée tout seul, c'est toi finalement. C'est toi, tes rêves, c'est tout ce que tu voulais construire. Donc vraiment, là, si la relation s'est terminée, moi je t'invite vraiment à faire une pause et à prendre du temps pour toi et à te recentrer sur toi. T'étais en train de construire quelque chose avec quelqu'un, vous aviez un foyer, vous aviez une famille, vous étiez en train de construire quelque chose, ça s'arrête. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Comment tu vois ta vie? Quel genre de vie tu as envie de construire? C'est ça qui compte. Et quel sens tu veux lui donner? C'est ça qui est hyper important parce qu'avant, tu t'y mets peut-être pas parce que tes investissements, ils ont perdu du sens. Avant, tu investissais pour ta famille, pour tout ça. Et aujourd'hui, bien sûr que ça va retrouver du sens, hein. Tu vas investir pour toi, pour ton fils, pour te construire une vie future. Mais ça, il faut que tu le construises aujourd'hui. Il faut que tu aies de la clarté sur cette nouvelle image. Et c'est peut-être ça ce qu'il faut redéfinir. C'est pas la vie que tu imaginais, ce qui s'est passé, mais je t'assure en tout cas qu'il y a un après, hein. Pour moi, je t'en parle avec émotion parce que quand je me suis quand je me suis séparé de la mère de mes enfants, c'est pas ce que j'avais imaginé pour ma vie, tout simplement. C'était pas la façon dont je voyais les choses. Mes parents sont encore ensemble, c'était la façon dont j'avais été élevé. Pour moi, ça a été un vrai bouleversement et c'était un vrai échec. Et je me disais: «Mais en fait, à quoi bon, quoi?» Tu vois? Et j'ai eu, comme toi, un trou dans mes investissements de 18 mois à la suite de ma séparation parce que je voyais plus trop d'intérêt d'investir parce que je me disais: «C'est gâché, quoi» et en fait, je me suis dit: «Mais non, c'est pas gâché, tu peux reconstruire quelque chose de beau pour toi déjà, pour ta famille, pour tes enfants et effectivement, je t'assure qu'il y a un après. Aujourd'hui, j'ai construit une nouvelle vie qui est merveilleuse et je t'assure que la nouvelle vie, elle peut être merveilleuse, que tu peux retrouver un équilibre et retrouver du sens et qu'il y a un après, après tout ça et c'est vraiment ce que je t'invite à construire. Quelle vie tu as envie de vivre et te poser d'abord cette question-là et tu verras que l'investissement derrière, il va venir naturellement. Mais ça, voilà, cette vie-là, c'est à toi de la construire. C'est vraiment à toi de la construire. Et ça, c'est une erreur qu'on fait, hein. Quand on rencontre quelqu'un, mettre sa vie de côté, ça, c'est un vrai carton rouge, hein. Pour tous les gens qui sont célibataires ou qui viennent de se séparer, qui rencontrent quelqu'un et qui mettent tout ce qui faisait leur vie de côté, c'est-à-dire l'envie d'investir, le sport, leurs amis, souvent, c'est vraiment synonyme de carton rouge. Bien sûr qu'il faudra laisser de la place dans ta vie pour cette nouvelle relation et pour construire quelque chose, mais vraiment pas à n'importe quel prix. Donc il faut vraiment y faire attention. Donc là, tu me dis pas tout dans ton message, mais voilà, quelle vision tu avais de la vie de couple, de cette séparation? Et est-ce que tu pas perdu un petit peu de sens du fait de plus avoir ce foyer-là? Et je t'assure qu'on peut construire quelque chose de beau, de magnifique derrière et qu'il y a un après tout ça et que c'est voilà, c'est à toi d'imaginer, de le construire. Et ensuite, pour terminer avec, 1 ou 2 conseils un petit peu plus, pratico-pratiques, je t'invite vraiment à prendre une femme de ménage. Tu me parles beaucoup de tâches ménagères, c'est quelque chose qui change vraiment la vie. À mon avis, tu dois bien gagner ta vie quand même avec le métier que tu as des responsabilités. Aujourd'hui, ça te permet d'embaucher quelqu'un, ça te permet de créer de l'emploi pour une personne et ça va te changer ta life. Moi, j'ai une femme de ménage, enfin, on a une femme de ménage à la maison depuis, des années et des années.
il y a eu un petit moment de flottement, on n'en a plus. Je te garantis qu'on s'en souvient. Ça permet vraiment d'avoir une femme de ménage, de te libérer du temps pour le reste et d'avoir un foyer qui est rangé, qui est joli. Ça libère vraiment l'esprit, donc je t'invite vraiment à t'entourer d'une femme de ménage. Et puis la dernière chose, c'est je vais revenir aussi sur ton entourage à toi, tes potes. Quand tu me dis: «J'ai personne autour de moi à qui parler de ça», c'est pas bon non plus, tu vois? C'est important d'avoir des potes déjà sur qui tu peux te confier, sur ta relation, sur ce que tu traverses, sur ce que tu vis. Ça va être vraiment très important que tu puisses, te sentir libre d'en parler et aussi pour l'invest, forcément, hein, si tu as personne autour de toi qui investit, l'entourage virtuel comme moi, comme, Yann, comme les gentlemen, c'est cool, mais l'important, c'est aussi l'entourage, réel. Tu peux venir en mastermind avec nous pour nous rencontrer, pour te faire des potes. Ça va être hyper bien, hein. Tu vois le mastermind MMA qu'on a fait en 2022, les gens se voient encore de cette session-là. Ou 2023 peut-être. Non, 2022 je crois. Ou 2023, peu importe. En tout cas, les gens du mastermind, 2023, du mastermind MMA se voient encore, toute cette équipe-là. Ils nous invitent aussi avec Yann parfois. Donc, ils ont vraiment créé quelque chose de fort entre eux et ils se soutiennent pour l'investissement, ils se sont associés ensemble. Je trouve ça fantastique donc, vraiment, si tu veux te motiver aussi, c'est important puis ça te changera les idées et ça te permettra de pas plonger tête baissée dans une nouvelle relation. Dis-toi qu'une relation amoureuse, ça doit être un plus, hein, mais c'est c'est pas ça qui doit construire la personne que tu es et construire ta vie. Donc vraiment, je t'invite vraiment à te recentrer sur qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui te fait plaisir, ton sport, tes investissements et tu verras, comme par magie, au fil des rencontres, il y a quelqu'un qui va arriver et qui viendra t'offrir une nouvelle belle relation pour la suite. Mais je pense qu'il faut vraiment te recentrer sur toi, en tout cas, mon petit Maxime. Merci à toi pour ton message. On enchaîne avec un message de Gaël. Gaël qui me dit: «Bonjour Tony. Tout d'abord, merci pour cet enrichissement de connaissances que tu peux proposer. Merci à toi. Voici notre situation. En 2016, nous avons acquis notre résidence principale. Sur le terrain de cette résidence, il y a une dépendance que nous avons souhaité rénover cette année en 2025 afin d'y créer un Airbnb dedans. Ma question est: doit-on créer une entreprise individuelle pour la gestion de ce Airbnb? Comment doit-on déclarer ses futurs et nouveaux revenus, sachant qu'aujourd'hui nous n'avons pas acheté ce bâtiment, donc je ne sais pas comment calculer l'amortissement de sa valeur. Merci par avance et je suis bien entendu disponible si une situation n'est pas claire et qu'il manque des éléments. Cordialement, Gaël.» Donc Gaël a sa maison, il y a une dépendance au fond du jardin, elle veut la louer en Airbnb. Donc, si tu n'as pas d'autres biens en meublé, pour moi, je ne créerais pas de société pour louer sur Airbnb. Tu peux tout à fait le faire en nom propre, en LMNP, en loueur meublé non professionnel, si tu restes sous les plafonds de recettes du LMNP. Donc, si je dis pas de bêtises, on doit être à 23 000 € toujours. Pour l'imposition, tu te mets au régime réel. Ça te permettra de déduire toutes tes charges, que ce soit tes travaux, tes intérêts d'emprunt, tes frais d'entretien, et surtout, du coup, d'amortir la valeur du bien, même si tu l'as pas acheté à part. Et ça, c'est ta comptable qui va t'accompagner pour calculer la quote-part du terrain déjà qui correspond à la dépendance, de la valeur de la dépendance, et du coup déterminer l'amortissement que tu vas pouvoir appliquer pour ça. Là, moi, sur un truc comme ça, je ne m'embêterai pas et tu vas voir ta comptable avec tous tes documents pour qu'elle puisse t'éclairer là-dessus. Et non, pas besoin de créer une entreprise individuelle pour ça. Donc voilà, merci pour ton message, Gaël. On va prendre un message de Nico. Nico qui me dit: «Salut tonton, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je te retrouve bientôt pour le surf, j'ai trop hâte.» Nico qui nous avait fait confiance, qui fait partie de la team MMA d'ailleurs, Nico, de cette team-là qui se revoit beaucoup. Et il sera avec nous au surf. J'ai une question pour toi et qui peut être intéressante pour la communauté. C'est en rapport avec le risque-rendement et l'appât du gain. J'ai signé un compromis pour vendre mon tout premier appart. Je le vends 81 000 € et j'ai un crédit restant de 50 000 €. J'ai déjà réfléchi au fait de conserver le crédit car il ne me coûte que 350 € par mois. Alors, bien sûr, c'est le taux qui va être important là aussi. À combien tu as emprunté? Si tu as emprunté à 1%, je comprends qu'on se pose la question de ne pas rembourser ce crédit et de le garder même si on n'a pas le droit. Et en théorie, on n'a pas le droit. Normalement, un crédit immobilier, il est lié au bien immobilier. On n'a pas le droit de vendre l'appartement et ne pas rembourser le crédit. Si vous êtes sous hypothèque, de toute façon, le crédit sera automatiquement remboursé. Si vous êtes sous caution, la banque n'est pas prévenue que vous avez vendu. Donc, on peut théoriquement le garder. Si vous avez un taux de 4-5%, il ne faut même pas se poser la question. Donc,
je vais finir de répondre, hein, mais je peux pas te conseiller de garder ce crédit. Ça serait pas professionnel, pas sur un podcast public en tout cas, parce que voilà, il y a du danger, surtout pour ce que tu veux faire. Parce que voilà, les bases étant posées, je compte rentrer les 81 000 € en Bitcoin, ce qui me ferait approximativement un Bitcoin. À voir la situation de la crypto à ce moment-là pour la stratégie de rentrée. Je souhaite réussir à faire un coefficient de x2 et retirer ma mise pour la réallouer ailleurs après. Sur le papier, c'est une excellente idée, mais il y a la réalité du terrain et les temps bizarres de la crypto. Selon la direction générale de la crypto, on peut espérer à court terme un excellent rendement ou tout l'inverse. La mensualité du crédit fait qu'on peut considérer un DCA de 350 €, donc un risque amoindri sur du moyen terme. Et sur une vision long terme, selon les convictions de chacun envers la crypto, moi j'estime un vrai gain. Je trouve que c'est un sujet intéressant qui parle d'arbitrage d'argent. Tu as peut-être d'autres visions des choses à faire avec 80 000 €, comme la bourse ou encore l'IMO, même l'entrepreneuriat. Merci pour la lecture et auquel cas on en parle au surf. Bis Tony, à bientôt. Donc, on va répondre en 2 temps. La première, j'en parlais pendant ta question sur cette histoire de crédit. Normalement, le crédit, vous devez le rembourser après. Je suis pas votre daronne, comme dirait l'autre. Si vous voulez le garder, vous faites comme vous voulez. Il y a quand même un risque qu'un jour la banque vous demande vos taxes foncières. Vous pouvez plus la produire parce que vous avez plus l'appart et de vous prendre un soufflon et qu'on vous demande de rembourser immédiatement. Et là, suivant ce que vous avez fait avec l'argent, si vous l'avez mis dans de l'immobilier, ça prend 6 mois pour vendre et rembourser. Si vous l'avez mis en bourse, si c'est au bon moment, vous vendez, vous remboursez. Si c'est au mauvais moment, vous vendez avec une moins-value. Donc, ça reste quand même extrêmement dangereux et je ne peux pas, sur un podcast public, vous conseiller de faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est dit. Ceci dit, je peux répondre à ta question parce que au final, le message sous-jacent de ta question, c'est de dire je vais emprunter 50 000 balles, ça pourrait très bien être un crédit conso, pour acheter du Bitcoin maintenant. Et je rembourserai 350 € par mois et ça me fera gagner de l'argent sur le long terme. Là aussi, ce qu'on sait, c'est que quand on rentre sur Bitcoin, sur un horizon de 4 ans, personne n'a jamais perdu d'argent. Sur tous les points d'entrée qu'on ait pu avoir dans Bitcoin, 4 ans après, on est toujours en plus-value. Donc, si tu as un horizon de temps d'investissement de 4 ans, même en faisant du levier pour investir sur de la crypto, théoriquement, t'es pas censé perdre d'argent. Et moi aussi, je suis comme toi. Moi aussi, je vois Bitcoin à $1 million un jour. Donc, on a envie de le faire. Maintenant, là où je mets quand même un holà et un bémol, c'est chaque fois qu'on veut overclocker le processeur, qu'on veut aller plus vite que la musique sur de l'investissement financier, que ce soit bourse ou crypto, en général, ça finit mal. Et c'est là où il faut être hyper prudent. Sur les ETF à effet de levier, par exemple, effet de levier Nasdaq x2, Nasdaq x3. J'ai des gens qui font all-in là-dessus et qui m'écrivent en me disant ça va beaucoup plus vite. Oui, ça va plus vite dans un sens, mais ça va aussi plus vite dans l'autre. Donc, qu'on fasse du levier en immobilier, c'est une chose. Il y a vraiment quelque chose en face. Il y a un bien immobilier. Là, sur les bitcoins, il y a peut-être quelque chose, un signe noir, quelque chose que tu n'as pas prévu du tout. C'est-à-dire, imagine-toi, tu achètes ton bitcoin, 81 000 €. Super bien, ça fonctionne, tu as ton crédit de 50 000 €, tu le rembourses un peu tous les mois à 350 €, ça se passe bien. Bitcoin explose, en fin de cycle, on est à 150 000 $. Tu te dis, mais c'est magnifique, je vais vendre 50 000, je vais rembourser mon crédit, j'aurais fait 100 000 €, alors il y a 30 000 € d'apport, mais j'aurais fait 70 000 € à partir de rien. Et là, dans l'euphorie, quelqu'un te parle, tu l'envoies, tu te trompes sur un truc dans ta clé, et tu perds ton argent. Tu perds complètement ton Bitcoin, tu le paumes, quoi. Ben voilà, c'est la merde. Donc, et là, si jamais t'as pas de crédit en face, t'as juste perdu ton argent, t'as fait une connerie, comme ça peut arriver. J'ai des copains qui s'arrivaient avec des sommes à 10 ou 20 000 €. Là, t'as juste perdu ton fric. Mais si t'as un crédit en face, c'est dramatique, alors que tu peux pas juste effacer ton immeuble. C'est ce que je veux te dire. Donc, au final, ça, c'est les règles que j'explique dans la formation Les Secrets du Lombard, où je reviens longuement dessus. Si on veut faire du levier, il faut pas dépasser les 25%. Donc, si tu tenais à garder ce crédit de 50 000 € et ne pas le rembourser, je te conseillerais de mettre sur ces 50 000 seulement un quart à levier sur du financier, donc 12 500 €, si je dis pas de bêtises, dans le Bitcoin, et tu mets les 30 000 et t'achètes finalement les 30 000 que tu allais mettre que pour 40 000. Ça serait un conseil de sagesse. Après, voilà, je connais des gens qui ont fait des crédits conso Boursorama pour acheter de l'Ethereum il n'y a pas très longtemps à 1 500 $.
et l'Ethereum est en train de taper les 3000. Donc, c'était un smart move. Mais enfin, comment dirais-je? C'était un smart move. C'est pas vraiment ce que je veux dire. La décision était stupide et le résultat est exceptionnel. Voilà. Est-ce que le résultat exceptionnel en faisait une bonne décision? Je ne suis pas sûr. Donc voilà ce que je voulais te dire, voilà ce que je voulais te dire mon petit Nico. Mais on en parlera avec plaisir au surf si tu l'as pas fait d'ici là. Et voilà, soyez prudents avec l'effet de levier. Oubliez pas que ça marche dans les deux sens. Et que entre le génie et la folie, la frontière est très très mince. Et on va prendre un dernier message de Nori. Nori qui m'a écrit, qui me dit « Salut Tony, je vais prendre un peu de temps pour t'écrire. Il a vu ma voiture, il m'a dit « Bravo d'avoir réalisé un de tes objectifs de voiture et j'espère que tu en parleras en vidéo. En plus, c'est bon pour l'algorithme. » Ouais, ça, c'est sûr que je vais pas mentir, c'est des choses qui aident énormément l'algorithme. Il me semble que tu habites plutôt en campagne. Est-ce que ta réussite ne crée pas trop de jalousie? Les gens sont plus facilement jaloux qu'à se sortir les doigts. Et si tu peux me répondre dans un allô tonton ou lors d'une fac, merci à toi, d'une FAQ. Donc merci à toi Nori pour ton message. Est-ce que ma réussite ne crée pas trop de jalousie? Alors, je souris toujours quand j'entends ça, ma réussite, parce que bien sûr que, enfin, moi je suis très satisfait de ce que j'ai fait, mais je trouve que c'est tellement modeste par rapport à plein d'autres gens qui ont des réussites énormes et même autour de moi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, même dans ma ville, hein. Je suis pas le mec qui a le plus réussi de ma ville, loin de là, quoi. Donc, je ne parle même pas à l'échelle du département et à l'échelle de la région et à l'échelle de la France et du monde. Pour moi, c'est rien du tout. Maintenant, on le sait, parfois la jalousie, elle est pour des toutes petites choses et ça, tu peux pas la contrôler. Moi, j'ai toujours jamais voulu faire enfin, je n'ai jamais voulu faire ma vie en fonction des autres. Tu vois, déjà, quand j'avais ma boîte de travaux publics, je regardais jamais, la concurrence. Il y en avait plein qui me disaient: «Mais tu as vu tel concurrent, il t'a pris tel marché, tu as vu tel concurrent, il a acheté telle pelleteuse» et en fait, moi, à part savoir à peu près le nom de mes concurrents et le bled dans lequel ils étaient, j'ai jamais voulu les voir, j'ai jamais discuté avec mes concurrents, j'ai jamais pris le temps de regarder ce qu'ils faisaient, comment ils manageaient les chantiers qu'ils faisaient. J'étais tellement focus sur ce que je faisais moi que je regardais pas la concurrence et la jalousie, c'est pas un sentiment que j'ai beaucoup expérimenté moi, pour les autres. J'ai toujours été plutôt content de quand les autres réussissaient. Peut-être que les moments où j'ai le plus ressenti ça, de ce qui pourrait s'apparenter à de la jalousie, c'est parce que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie et je la ressentais plus pour, des gens des réseaux. Quand je voyais des gens sur les réseaux qui avaient l'air de faire un métier qui leur plaisait, qui avaient l'air d'être hyper heureux, je ressentais, pas de la alors le mot, c'est pas de la jalousie d'ailleurs, ça c'est plutôt de l'envie, quoi. Parce que la jalousie, c'est quand on a peur qu'on nous pique quelque chose qu'on a. Si tu as peur qu'on te pique ta femme, tu es jaloux. Si, tu as envie de piquer la femme de ton voisin, c'est que tu es envieux. Donc voilà, c'est la différence entre les 2. Mais j'ai fait tout un podcast là-dessus et je ressentais un peu d'envie. Pas dans le sens, l'envie de passer à l'action, mais j'étais un peu envieux en me disant: «Mais comment ils font? Comment ils y arrivent?» et je ressentais un peu ça. Et puis après derrière, je me suis dit: «Mais en fait, ça tient qu'à moi» et je suis passé à l'action et j'ai fait tout ce que j'ai fait pour arriver, en tout cas, à avoir une vie qui me satisfait. Maintenant, ce que tu appelles de la jalousie, c'est l'envie des autres, mais voilà, le mot commun qu'on utilise beaucoup, c'est la jalousie, même si c'est un peu un abus de langage. Moi, je peux te dire que si ça en crée, en tout cas, je la ressens pas. Parce que tu vois, j'ai beau habiter, une petite ville, une petite campagne, tu me trouveras jamais dans les bistrots du coin, tu me trouveras jamais dans les bars, dans les restaurants où ça parle. Moi, je fais ma vie, je fais mon business. Si tu me trouveras sûrement en visite ou à la salle de sport, tu vois? Mais, personne les gens vont peut-être parler dans mon dos, mais en tout cas, jamais quelqu'un est venu me parler en face pour me dire quelque chose de négatif, tu vois? Ça n'arrive pas. Ça parle sûrement dans mon dos, hein, j'en doute pas d'ailleurs, mais ça vient pas jusqu'à mes oreilles, donc je m'en fous en fait, tu vois? Et remarque, il y a pas si longtemps, une fois, dans un cercle de c'est arrivé, tu vois? Ça me fait penser à ça, où j'ai un copain dans, un cercle d'investisseurs ou des gens que je ne connais pas d'ailleurs, c'est ça qui est le plus fou, hein, qui ont dit que, j'avais changé ou je sais pas quoi. C'est toujours super marrant d'entendre ça, des gens qui te connaissent pas te dire que tu as changé ou que c'est plus pareil et c'est encore j'en reviens à la mentalité française, hein, ou peut-être des gens qui disent: «Ah bah oui, une vie de liberté au départ», quand, il venait juste de quitter son boulot, qu'il était qu'au début de son indépendance financière et qu'il avait, 4 000 € de cash flow par mois. Je l'aimais plus que maintenant que ça a l'air de mieux marcher, quoi.
C'est dommage, mais au final, ils se le sont dit entre eux. Ça m'a été rapporté par un copain qui m'a dit, tiens, ça a parlé dans ton dos ce jour-là, mais en fait, c'est des gens que je connais même pas. Donc, qu'est-ce que ça peut me faire, quoi? Et de tous ces gens-là, il y en a pas un qui sera capable de venir me le dire en face. Et au contraire, en face, on me dit plutôt le contraire. Merci à toi, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu partages. Donc, au final, tu vois, ça me touche pas. Et après, je me mets pas dans des situations où je pourrais finir par entendre des choses comme ça. Je fréquente pas les endroits ragots. Je fréquente pas les bars. Je fréquente pas les boîtes de nuit. Je fréquente pas certains restos où ça traîne, tu vois. J'habite à la campagne et j'y suis pour ce que ça m'apporte de plus, c'est-à-dire la tranquillité. Je vis dans mon coin, tu vois, ma salle de sport elle est à 30 minutes de la maison. Et si tu veux me croiser, tu me croiseras peut-être plutôt dans la campagne en train de promener mon chien que dans un bistrot du coin, tu vois. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais fait en fonction des autres. Là, c'est sûr qu'on va faire des bureaux qui sont trop bien, mais on les fait pour nous, tu vois. On fait tout pour nous. Quand je m'achète une jolie voiture, je la fais pas pour l'œil des autres, je la fais vraiment pour moi. Et c'est aussi pour ça que sur d'autres trucs, j'en ai rien à faire, tu vois? Je prends souvent l'exemple de ma maison, mais tu vois, j'aurais les moyens d'avoir une maison, beaucoup plus grande que celle que j'ai, par exemple. Mais moi, ce que j'aime dans ma maison, c'est que justement, elle a une très, très belle vue. Il y a la piscine, il y a tout, c'est nickel. C'est pas trop grand de terrain, donc c'est toujours nickel et c'est vite tondu, c'est propre. Le ménage est vite fait parce que voilà, quand tu es en séminaire, en voyage 1 semaine par mois, tu pas envie d'avoir 200 mètres carrés à nettoyer chez toi, tu vois? Et ça fait 115 mètres carrés plus un grand garage et c'est très, très bien et c'est parfait, tu vois? Et je fais les choses pour moi et je les fais pas en fonction des autres. Et c'est vraiment ce que je vous inviterais à faire et pour répondre à ton message, Nori, c'est ne t'en soucie pas, en fait. Parce que tu fasses bien ou que tu fasses mal, que tu fasses de ton mieux ou quoi, il y aura toujours des gens à qui ta gueule reviendra jamais, tu vois? Il y a certains de mes réels qui percent de temps en temps. Il y a des messages, des fois, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir un discours qui te paraît le plus sensé du monde, être le plus sincère possible. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va te dire, «Coupe-toi les cheveux, tu moche, tu ressembles à rien, tu un mytho, c'est pas vrai» et tu te rends compte que tu pourras pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc la seule chose qu'il faut faire au final, c'est faire les choses pour soi et j'en parle souvent avec Ben quand on est tous les 2. On se dit, moi j'ai vraiment l'impression d'être dans ma bulle, tu vois? Qu'on vit dans notre bulle. On a nos petits bureaux, où on se sent bien. Là, on va avoir nos nouveaux bureaux avec des voitures. On s'est pas posé la question de se dire: «On va emmener des clients, ils vont voir les voitures». Pour moi, je suis juste moi et je fais juste, les choses, comme j'ai envie de les faire et en plus de ça, quand tu t'exposes sur les réseaux, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que ça pousse à la pas à la transparence parce que je dis pas tout sur une vie de liberté, je garde une bonne part de ma vie privée quand même. Mais ça pousse à la cohérence. Tu peux pas raconter un truc en vidéo que t'as pas fait dans la vraie vie ou inversement, raconter des trucs dans la vraie vie et raconter l'inverse dans tes vidéos. Et je trouve que c'est chouette ce souci de cohérence justement. Et ben voilà, si je montre la Ferrari sur Instagram, je vais pas la cacher à mon banquier par exemple. Donc c'est accepter de vivre avec ça et franchement voilà, ce que je peux te dire en tout cas, c'est peut-être que ça en a créé de la jalousie et en tout cas ça vient pas à mes oreilles, ça parle sûrement dans mon dos mais ça me vient pas à moi et je crois qu'il faut vraiment pas se poser ces questions-là. Tu vois, pour conclure, et puis ça conclura ce podcast, on dit souvent que, en PNL, hein, ce que tu ressens dépend pas de la situation elle-même, mais dépend de ta perception de la situation. Quand tu t'achètes une Ferrari, tu as 2 façons de la percevoir, hein. Tu peux te dire: «Ah ben, il se la pète, il a pas besoin de se traîner là-dedans, ça fait du bruit, c'est pour qu'on le regarde». Ou alors de se dire, «C'est hyper inspirant, quand on voit d'où il est parti et ce qu'il a réussi à faire, c'est hyper inspirant, ça nous montre qu'on peut le faire aussi». Au final, hein, c'est la même chose, c'est juste 2 perceptions différentes. Donc voilà ce que je peux te répondre sur ce sujet-là. Et j'en arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois qu'il y aura encore d'autres épisodes d'Allo Tonton parce que j'ai encore une fournée de questions qui est énorme. Vous me direz si ça vous plaît ou si vous voulez qu'on fasse une petite pause et que on fasse. J'ai 2 autres idées de sujets là en tête que je suis en train de travailler. Si vous voulez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas. Si jamais vous avez d'autres questions que vous voulez que j'y réponde, mettez-les moi en commentaire. Ce sera avec un grand plaisir. On arrive à la fin de ce podcast. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous dis la même chose qu'à l'habitude, hein. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.